Salut tout le monde, c'est Melvin. La vidéo que vous vous apprêtez à voir, c'est une compilation d'histoires que j'ai déjà racontées sur la chaîne. Et cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui ne veulent pas changer de vidéo à chaque fois, ou aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne et qui aiment les histoires d'horreur. Me demandez pas pourquoi, les compilations sont souvent recommandées à des gens qui ne connaissent pas la chaîne. Et d'ailleurs, mes amis, pour vous, j'ai une requête. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plus de 60% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, c'est colossal. Si tout le monde s'abonne, on sera peut-être au million un jour, qui sait. Mais bon, on va pas trop s'enflammer, c'est très loin devant nous. Mais en tout cas, ton abonnement m'est très précieux et il m'aide à avancer à tout petit pas vers le million d'abonnés. On va déjà essayer d'atteindre les 200 000 avant, ça serait déjà pas mal. Voilà, moi je vous propose de ne pas vous raconter plus de blabla et je vous laisse avec les histoires. Tout commence lorsque Marion a 12 ans. Elle nous raconte qu'à ce moment-là, dans sa vie, elle n'avait absolument aucun problème. À 12 ans, le seul problème que l'on a, c'est d'avoir envie de rentrer à la maison pour aller jouer dehors avec ses amis. Et c'était un peu son cas à ce moment-là. À l'école, apparemment, Marion, c'est une très bonne élève. Et en plus d'être très douée, elle est super sympa, selon ses professeurs. C'est vraiment une élève modèle, et rien que pour ça, un grand bravo Marion, parce que ça n'a pas toujours été mon cas. Même si, voilà, à cet âge, ça allait plus ou moins, c'est plutôt en dernière année d'école obligatoire que c'était un petit peu moins bien. J'étais pas un cancre, mais on faisait un petit peu plus le foufou, si je peux dire. Mais ça va. Pour avoir encore contact avec certains de mes enseignants, je crois qu'ils m'en ont pas trop tenu rigueur. Marion, elle nous donne quelques détails concernant sa situation familiale. Elle habite dans une très grande maison dans la campagne française et elle vit avec ses deux parents et son frère. Son frère, apparemment, il a 1 an de plus qu'elle et les deux s'entendent à merveille. Ils ont vraiment une relation très fusionnelle et ça, c'est plutôt cool à entendre aujourd'hui. Ces deux parents s'aiment comme au premier jour, donc j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Un jour, toute la petite famille est au travail ou à l'école, et ce soir-là, la maman de Marion est censée aller la chercher après les cours. À ce moment-là de l'année, on est en hiver, la maman de Marion, elle est pas trop fan quant à l'idée de laisser sa fille rentrer toute seule dans la nuit après les cours, et j'ai envie de dire c'est un peu normal pour un parent. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui dit, ma chérie, après les cours, tu restes dans le bâtiment, et moi je viens te chercher, comme ça on rentre ensemble. Environ une quinzaine de minutes après avoir terminé les cours, une voiture se gare devant l'établissement. Marion sort, elle s'approche de cette voiture, elle ouvre la portière et elle rentre à l'intérieur. Sa maman lui dit coucou ma chérie, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Avant de rentrer à la maison, on va aller faire quelques courses pour le repas de ce soir. Comme ça, quand papa et ton frère rentrent, on peut manger un bon petit plat. Bon, bah pas de souci, la maman et sa fille se rendent au magasin, elles achètent de quoi faire un bon petit plat et elles repartent en direction de la maison. Lorsqu'elles arrivent avec la voiture dans la rue, la maman de Marion commence vraiment à paniquer parce qu'elle voit au loin sa maison. Il y a la porte d'entrée qui est grande ouverte, et elle panique pour 2 raisons. La première, c'est pourquoi est-ce que cette porte est grande ouverte, et de 2, c'est que le chat qui est à l'intérieur, elle a peur qu'il se soit enfui. Parce qu'apparemment, même si c'est une maison, c'est pas un chat qui va beaucoup à l'extérieur. Donc elle flippe à l'idée que celui-ci se soit échappé à tout jamais. Elle gare assez vite la voiture, elle sort de celle-ci avec sa fille en la tenant par la main. Les 2 femmes rentrent dans la maison, et très vite, la maman comprend ce qui s'est passé. Pendant qu'elle et son mari étaient au travail et que les 2 enfants étaient à l'école, toute la petite famille a été victime d'un cambriolage. Alors c'est droit ce qu'il ne fallait pas en ce moment parce que déjà il sort d'une période assez compliquée. Elle n'a pas voulu me donner de détails sur ça et on respecte. Et surtout ils viennent d'acheter des nouveaux meubles, d'acheter des nouvelles affaires pour la maison. Et là, lorsque les 2 femmes arrivent dans le hall d'entrée, elles voient que toute la maison est retournée. Les cambrioleurs ou le cambrioleur, on ne sait pas exactement combien ils étaient. Ils ont ouvert absolument tous les meubles, ils ont retourné tous les tiroirs, toutes les affaires qu'il y avait à l'intérieur, ils les ont prises et les ont jetées partout. Eux, le seul but qu'ils avaient, c'était de trouver des objets de valeur, que ce soit des bijoux, des montres ou de l'argent liquide. Et j'ai envie de dire, c'est presque ça dans un cambriolage qui est le pire, c'est de se dire que quelqu'un est allé de façon très intime chez nous, il a retourné tous les tiroirs, il a tout saccagé. C'est pas tant les quelques billets qu'il pourrait trouver, alors évidemment c'est de l'argent, c'est embêtant, mais ça reste de l'argent. Tandis que là, lorsque le cambrioleur retourne le meuble, c'est juste atroce. Bon, la maman de Marion, à ce moment-là, elle a un excellent réflexe. Elle dit à sa fille, écoute ma chérie, on va rien toucher, parce que comme ça, les policiers peuvent venir prendre les empreintes et faire une enquête. Elle prend son téléphone, elle compose le numéro de la police, et elle les appelle pour leur demander de venir. Quelques dizaines de minutes plus tard, une patrouille de police arrive sur place. Madame, est-ce que par hasard vous avez des caméras de surveillance dans la maison ou dans les alentours? Et là, malheureusement, la maman de Marion, elle lui dit, non, on n'en avait pas jusqu'à maintenant, mais probablement qu'à partir de maintenant, on en aura. Bon, malheureusement, les policiers peuvent pas s'appuyer sur ça pour essayer de retrouver les cambrioleurs. L'enquête suit son cours et un petit moment plus tard, le papa et son fils rentrent à la maison. Déjà, le papa, en arrivant, a eu un gros coup de flip parce que la maman n'a pas eu le temps de l'appeler. Du coup, il arrive à la maison avec son fils, il voit qu'il y a une voiture de police devant. Ça doit pas être la meilleure sensation au monde. Et pendant 2 jours, Marion nous raconte que elle et sa famille sont allés dormir chez des amis qui habitent très proches. Pourquoi? Parce qu'en fait, la famille ne se sentait pas de rester dans une maison qui vient de se faire cambrioler, par peur que les cambrioleurs reviennent, qu'ils veuillent
s'en prendre à eux ou même à vos enfants. Et petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que le chat, lui, il a eu tellement peur qu'il allait se réfugier dans la chambre à coucher. Ils l'ont retrouvé sous le lit en train de taper sa meilleure sieste. Donc ça veut dire que ce sagouin, il a eu peur, il a tout vu, et après, il a fini par s'endormir. Tant mieux, au moins, il ne s'est pas échappé. Mes amis, tout ce que je viens de vous raconter, c'est pas l'histoire en elle-même. Tout ce que je viens de vous raconter, ça nous sert à une chose. À partir de ce jour-là, le père et la mère ont décidé de faire installer tout un système de caméras de surveillance dans chaque pièce de la maison. À quoi ça va nous servir pour l'histoire? Je vous laisse le découvrir. Bon, après cette malheureuse épreuve du cambriolage, apparemment ils n'ont jamais retrouvé les suspects. Ils imaginent que c'était des cambrioleurs professionnels entre guillemets, donc il y avait des gants qui avaient vraiment tout préparé, ça s'est pas fait à l'arrache. Mais la famille a pu retourner vivre dans la maison quelques jours plus tard, et depuis ce jour-là, plus aucun cambriolage n'a été signalé. On est quelques années plus tard. À ce moment-là, Marion, elle a 16 ans, et la situation familiale, entre guillemets, n'a pas changé. Elle vit toujours avec ses deux parents, avec son frère dans la même maison, avec le même petit chat, mais avec des caméras de surveillance en plus. Un fameux jour, Marion sort de chez elle, elle attend une de ses amies pour prendre le bus et se rendre à l'école, et ce matin-là, elle voit quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de voir, c'est que ses voisins ont déménagé. Donc ça, ils ont déménagé il y a quelques jours. Par contre, c'est les nouveaux locataires qui viennent d'arriver. Il y a tout le camion de déménagement avec les employés qui sont en train d'amener les meubles dans la maison. Et dans sa tête, elle se dit simplement « Ah, c'est cool, on a de nouveaux voisins ». Au bout de 5 petites minutes, sa copine arrive, les deux montent dans le bus et elles se rendent à l'école. Là-bas, c'est une journée de cours traditionnelle, classique, qui se passe. C'est pas forcément le truc le plus amusant au monde, mais bon, ça se passe. Le soir, elle rentre à la maison et aujourd'hui, elle est particulièrement heureuse. Pourquoi ? Parce qu'on est vendredi. Qui dit vendredi dit que ce soir on peut aller se coucher un petit peu plus tard parce que demain c'est samedi, on a congé. Et ça, Marion, elle aime plutôt bien. Ça lui permet le soir de pouvoir regarder un film et de pouvoir écrire à ses copines en même temps. Et surtout d'aller se coucher un petit peu plus tard pour profiter un peu plus. Bon, bah à la fin de la journée, elle rentre à nouveau à la maison, elle se pose dans sa chambre et elle fait 2-3 activités. À un moment, sa maman monte dans sa chambre, elle lui dit « Ma chérie, écoute, aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial. Je sais qu'on ne le fait pas très souvent. Avec votre papa, on a envie de vous emmener au restaurant. Si ça vous dit, préparez-vous et on part dans 30 minutes. » Marion, elle est refaite parce que le restaurant, elle, c'est un moment qu'elle apprécie particulièrement. Parce que les 4 membres de la famille sont autour de la même table, ils discutent, il y a une ambiance absolument géniale. Et bah comme sa maman le dit, ils ne le font pas si souvent que ça. Marion, elle laisse même pas sa maman terminer la phrase, qu'elle se lève, elle met ses plus beaux habits. Elle se maquille un petit peu, son frère de son côté s'habille aussi, il se met sur son 31. Et 30 minutes plus tard, toute la famille est enfin prête à décoller pour le restaurant. Celui-ci se situe à 25 minutes de route. Pendant le trajet, toute la famille rigole, l'ambiance est juste incroyable dans la voiture, ils chantent à tue-tête. Arrivé au restaurant, une table spéciale leur a été réservée et toute la famille passe commande. Le repas se passe à merveille, mais tout ça va être un petit peu freiné lorsque la maman reçoit une notification sur son téléphone. Et cette notification, quand elle la voit, elle commence à avoir quelques sueurs et à avoir même une boule au ventre parce que ça lui rappelle de très très mauvais souvenirs. La notification, elle dit « Mouvement détecté » sur la caméra de l'entrée. Bon, chelou comme notification, elle commence vraiment à flipper, elle le montre pas à ses enfants pour pas les inquiéter. Elle dit simplement à son mari « Chérie, regarde la notification que je viens de recevoir. Mouvement détecté sur la porte d'entrée. J'ai un peu peur qu'on ait affaire à un nouveau cambriolage. » Lorsqu'elle ouvre l'application pour essayer de se connecter à la caméra, elle commence encore plus à flipper parce que malheureusement, elle ne peut pas prendre le contrôle de la caméra. Le système affiche tout simplement une erreur, donc elle ne peut pas voir ce que la caméra voit. Et l'angoisse et le stress augmentent de plus en plus lorsqu'elle ne reçoit pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 notifications. Comme quoi, il y a quelqu'un qui est passé par la porte d'entrée, par le salon, par la cuisine et par les chambres. Elle essaye de refermer l'application plusieurs fois, de la rouvrir, jusqu'à un moment où bingo, la caméra semble refonctionner. Là, elle regarde ce que les caméras voient et le stress retombe directement lorsqu'elle voit le gros sagouin de la famille, le chat, qui est devant l'une des caméras et qui s'amuse à sauter contre et à activer le détecteur. Ouf, la maman et le papa sont soulagés, ils peuvent profiter tranquillement de leur repas avec les enfants. C'est un moment si rare donc on va en profiter. Le reste du repas se passe à merveille, l'ambiance est hyper conviviale et hyper joyeuse et à la fin du repas, toute la famille se met en route en direction de la maison. Arrivé chez eux, ce petit épisode de stress au restaurant est complètement oublié. Toute la famille se pose au salon, ils regardent tous ensemble un film, et à la fin, tout le monde va se coucher. Marion va à la salle de bain, elle se brosse les dents, elle va dans son lit, et elle prend son ordinateur, elle se met sa petite série, elle fait ça pendant une petite heure, à un moment elle se lève, elle va à la cuisine chercher un petit truc à boire, elle revient dans son lit, et elle continue. À un moment, Marion baisse le son de son ordinateur, parce qu'il semblerait qu'elle ait entendu quelque chose. Bon, au début elle se dit « Ok, j'ai complètement badé,
je sais pas, j'ai entendu un bruit, c'était bizarre. Elle remet le son, mais cette fois-ci, ce n'est plus un bruit qu'elle entend. Elle sent une sorte de coup qui provient de son lit. Bon, bizarre, elle commence un petit peu à flipper, mais son cerveau essaye de la rassurer tant bien que mal. Il lui dit « Panique pas trop, t'as juste badé, c'est la fatigue que t'as accumulée pendant toute la semaine. Il n'y a rien. » Marion fait confiance à son cerveau, elle augmente le son de son ordinateur, mais 2 minutes plus tard, il y a de nouveau un coup contre le lit. Là, elle commence vraiment à bader. Elle laisse volontairement le son de son ordinateur, elle l'augmente même un petit peu pour se rassurer. Et là, elle va faire quelque chose que personnellement je n'aurais pas eu le courage de faire. Elle va se pencher par-dessus son lit et gentiment regarder sous ce lit pour voir d'où proviennent les coups. À tout moment, c'est le chat qui s'amuse à taper contre parce que déjà qu'il a fait des trucs bizarres avec les caméras. Sauf que en glissant les yeux sous le lit, Marion a l'impression de se décomposer lorsqu'à quelques centimètres en dessous d'elle, elle voit qu'il y a une personne couchée sous son matelas. Là, elle voit que la personne est extrêmement jeune, c'est pas un adulte de 40 ans, on dirait un petit garçon qui semble avoir 8 ou 9 ans, ou peut-être même un petit peu moins. Elle lui dit « Mais putain, qu'est-ce que tu fais là ?» Le petit garçon ne parle pas, il commence même à flipper, il se recule. Marion, elle est autant flippée que le garçon, elle décide de sortir de sa chambre en courant, elle descend les escaliers, elle va réveiller sa maman, elle lui dit « Maman, viens avec moi, je te promets sur ce que j'ai de plus cher au monde, il y a un enfant qui est couché sous mon lit, s'il te plaît, viens !» La maman ne se lève pas tout de suite au début, elle est là un peu « Ah Marion, laisse-moi dormir », pour elle c'est un cauchemar, mais elle comprend très vite que Marion, elle est pas là pour rigoler, elle remonte les escaliers avec elle, et effectivement, elle voit qu'il y a un enfant sous le lit. Et le truc, c'est que cet enfant, il semble avoir de plus en plus peur. Il est tout paniqué, il est tout stressé. La maman essaye de le rassurer tant bien que mal, parce qu'elle a l'esprit du parent qui ressort. Mais elle voit bien que ça semble inutile. À un moment, elle fait un geste qui va aider un peu à débloquer la situation. La maman descend les escaliers, elle va chercher un petit jus de fruits, elle remonte dans la chambre et elle le propose à l'enfant. Là, l'enfant le saisit, il se met à boire. Et ce geste-là, c'est comme si ça avait un peu donné confiance à l'enfant. Pendant plusieurs dizaines de minutes, Marion et sa maman essayent de tirer un peu les mots de la bouche de cet enfant, de savoir qui est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est entré, pourquoi est-ce qu'il est là, enfin, il y a tout un tas de questions qu'elles ont envie de lui poser, et c'est seulement au bout de 30 à 45 minutes que l'enfant va enfin un petit peu se livrer. Et c'est pas grâce à ces mots qu'il va se livrer, c'est que lorsqu'il sort de sous le lit, que la maman voit que ses habits sont déchirés, elle lui demande « Mais comment est-ce que tu t'es fait ça? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ?» Et là, l'enfant va dire une phrase qui va glacer toute la maison et toute la rue. Je pense que ça va même faire venir de la neige dans toute la ville, tellement c'était glacial. Il lui répond « Oui, c'est mon papa. » Autant vous dire que quand il lâche cette réponse, les deux femmes se regardent, elles sont en mode « Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» La maman demande à cet enfant « Mais écoute mon chéri, où est-ce que tu habites ?» Et là, l'enfant va encore lâcher une deuxième phrase qui fait l'effet d'une bombe. Il lui dit tout simplement « À côté de chez vous. » Et à partir de ce moment-là, l'enfant commence un petit peu à se livrer. Il raconte qu'en fait, il vit seul avec son père, que son père, c'est apparemment un malade. Apparemment, il lui fait beaucoup de mal, c'est d'ailleurs lui qui lui a déchiré ses habits ce soir-là. Et l'enfant a profité que son père s'endorme sur un des fauteuils du salon pour s'échapper, et le premier repère qu'il a eu l'idée d'aller visiter, c'était chez ses voisins. Et lorsqu'il est arrivé sur la porte d'entrée et qu'il l'a ouverte, celle-ci s'est ouverte toute seule parce qu'elle n'était pas verrouillée à clé. Et c'est malheureusement lui qui a fait sonner toutes les caméras de surveillance de la maison, et ce n'était pas le chat. Alors que la famille, elle s'était dit, ok, c'est le sagouin de chat qui, voilà, il a sauté, il a fait déclencher les caméras, y a pas de souci. En fait, non, c'était juste cet adorable petit bout de chou qui est rentré dans la maison, qui malheureusement a déclenché toutes les caméras, et qui est immédiatement allé se cacher sous le lit. C'est d'ailleurs pour ça que sur les caméras de surveillance, la maman ne l'a pas vu, parce que, tout simplement, il était caché. Bon, là, c'est super glauque comme situation, parce que la maman ne sait pas vraiment quoi faire. Elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit, elle descend pour réveiller son mari, pour lui demander son avis et son aide. Les deux se mettent à réfléchir pendant une trentaine de minutes, lorsque soudain, au milieu de la nuit, la sonnette retentit. La maman de Marion et son mari se regardent, flippés comme jamais. Le papa lui dit « Ne bouge pas, ne fais pas de bruit, je vais aller voir. » Il descend gentiment les escaliers, il ouvre la porte, et là, il voit un homme. Cet homme, il a l'air assez space. Il dit au papa, écoutez, je suis vraiment paniqué, je viens de perdre mon fils. Je me suis endormi dans le salon, il est parti de la maison. Je ne le retrouve pas, il est pas dans sa chambre. Est-ce que vous ne l'avez pas vu par hasard? Là, le papa de Marion, sur un ton très très ferme, il lui dit, non, on n'a pas vu votre fils. Si jamais on le voit,
on vous appelle, et si jamais, n'hésitez pas à contacter la police si vraiment vous ne le trouvez pas. Il referme la porte très vite, il s'empresse de prendre son téléphone portable, d'appeler la police et de leur expliquer ce qui vient de se passer. Que l'enfant des voisins a fugué et qu'il est chez eux, qu'apparemment son père lui a fait beaucoup de mal, et que ce même père vient de venir sonner chez eux en mode « Ah, j'ai perdu mon enfant, aidez-moi à le retrouver ». Donc imaginez-vous la folie de ce type. Très vite, une patrouille de police arrive sur les lieux, et là, le papa de Marion explique où se trouve le voisin. C'est la maison à gauche, et les policiers procèdent à une interpellation. Très vite, l'enquête a pu démontrer que ce père est juste complètement fou, qu'il n'aurait jamais dû avoir le droit d'avoir un enfant, tellement c'est une pourriture sur pattes. Et le problème, et c'est là où c'est vraiment super malheureux, c'est que cet enfant, il a vraiment pas la vie facile. Sa mère, apparemment, est décédée il y a quelques mois dans un accident de voiture. C'est son père qui a donc obtenu la garde, les grands-parents ne sont plus là. Donc son père, c'est un peu la seule personne qui lui reste, sauf que c'est une telle pourriture et un tel déchet sur pattes que malheureusement, cet enfant peut aujourd'hui considérer qu'il n'a plus personne. Suite à cela, étant donné le très bas âge de cet enfant, il a été placé dans un foyer. Mais, par contre, là où c'est extrêmement beau, c'est que depuis ce jour-là, c'est comme s'il faisait partie de la famille de Marion. Alors, effectivement, il n'a pas le même sang, il n'a pas le même nom de famille, il n'est pas officiellement de la famille, mais chaque année, pour les fêtes, pour tous les événements importants, son anniversaire, Noël, Pâques, etc., ils font venir le garçon chez eux, dans la famille, pour passer du bon temps ensemble, et vraiment, aujourd'hui, il fait partie des leurs. Vraiment, je vous cache pas, moi, quand j'ai lu cette histoire, j'étais pas très bien, je trouvais que c'était vraiment super triste. On vit vraiment dans un monde juste de cinglés. Enfin, il y a des gens, on se demande, moi, c'est comme les animaux, j'arrive toujours pas à me dire, maintenant, j'ai mes 2 petits chats, j'ai Pookie à la maison chez ma maman. Quand je les vois, je me dis, mais comment est-ce que des humains arrivent à faire du mal à ce genre de créatures? Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui font du mal à un enfant, un pauvre enfant qui a déjà eu toute la misère du monde. Il a perdu sa maman, il a perdu ses grands-parents. Ça doit être absolument terrible à vivre, surtout à cet âge. Et en plus de ça, vous osez lui faire du mal, enfin... Je trouve vraiment qu'on est dans un monde très moche, des fois. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai lu la fin de l'histoire, j'étais vraiment très touché. Je me suis dit, putain, il y a quand même des belles personnes qui existent. Et je suis super content pour cet enfant qu'aujourd'hui, il ait pu un peu s'intégrer dans une famille et qu'il la considère comme la sienne. Tout se passe il y a quelques années. À ce moment-là de sa vie, Lucie a 21 ans. Elle nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. Elle a un cercle d'amis qui est juste trop cool. Sa situation familiale va parfaitement. Et même, sa situation amoureuse va très bien. Malheureusement, tout cet équilibre familial, social, etc. va être un petit peu perturbé. Un matin, notre amie Lucie se réveille, elle s'habille, elle prend un petit déjeuner et elle se rend à l'arrêt de bus. Une fois arrivée à l'université, elle nous raconte qu'elle suit les cours à midi. Et à la pause, elle a un petit rituel avec son copain, c'est qu'ils se rejoignent parce qu'ils sont dans la même école. Ils prennent le repas ensemble et ensuite, chacun retourne dans sa classe pour suivre les cours. C'est ce qu'ils font et à la fin de la journée, ils se retrouvent à l'extérieur du bâtiment et l'idée c'est de se rendre à l'arrêt de bus pour rentrer ensemble. Alors, généralement c'est ce qu'ils font, mais aujourd'hui, le programme va être un petit peu différent. À 18 h, Lucie est devant le bâtiment, elle attend quelques minutes. Son copain n'est toujours pas là. Elle se dit, bon, il commence à faire un petit peu long, ça m'inquiète un peu. Lorsqu'elle le voit au loin, discuter avec des amis, et tout à coup, il vient vers elle. Elle lui dit, il faut qu'on se dépêche, le bus va bientôt partir. Et c'est là que son copain lui dit, écoute Lucie, il faut qu'on parle. Là, elle a un mauvais pressentiment, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? S'il te plaît, rassure-moi. Et là, son copain lui dit, écoute, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, j'ai pas développé énormément de sentiments pour toi. J'ai franchement pas envie de te faire souffrir, je suis désolé, je préfère qu'on arrête là et que toi tu puisses refaire ta vie plus tard. Parce qu'en tout cas, moi de mon côté, je peux pas continuer avec quelqu'un pour qui je n'éprouve pas de sentiments. À ce moment-là, quand son copain lui annonce ça, Lucie se décompose, vraiment intérieurement elle est détruite, parce que ça fait quand même quelques mois qu'elle est avec, et le mec lui dit ça maintenant. Alors qu'il est en train de lui dire ça, Lucie, elle arrive à garder la face, elle se dit « Ok, je serai mal à la maison, mais j'ai pas envie de me décomposer devant lui. » Elle lâche quand même une petite larme, parce que ça lui fait vraiment mal au cœur, ce garçon, elle l'aimait énormément. Et elle qui pensait rentrer à la maison avec lui après une journée de cours assez difficile, et pouvoir passer un bon moment, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Bon, la très désagréable conversation dure plusieurs minutes, et à la fin de celle-ci, eh bien, chacun rentre chez soi, de son côté. Alors, dès qu'elle quitte le lieu, elle se sent vraiment très mal, elle commence à pleurer sur le chemin du retour. Heureusement, à l'arrêt de bus, elle croise une amie qui arrive un petit peu à la consoler, mais ça n'a pas un grand effet. Lucie prend le bus, elle rentre à la maison, et là, elle s'enferme dans sa chambre. Elle repense vraiment à tous les souvenirs qu'elle a eus avec lui ces derniers mois, elle se dit qu'elle l'aime, que c'est pas possible qu'ils ne soient plus ensemble. C'est un petit peu la phase de déni juste après une rupture, mais vous allez voir, le chagrin
est loin d'être terminée. Le soir même, sa maman monte dans sa chambre, elle essaye de discuter un petit peu avec elle, et à la fin, elle lui dit « Bah écoute ma chérie, descends, on va aller manger tranquillement. Et après, tu te mets dans ton lit, tu regardes une petite série et t'essayes de vraiment penser à autre chose. » C'est ce qu'elle fait, toute la famille se retrouve dans la salle à manger, ils prennent le dîner et tout se passe bien. Après le repas, Lucie remonte dans sa chambre, elle se met dans son lit comme sa maman lui a préconisé. Elle prend son téléphone, elle regarde un petit peu les réseaux sociaux, lorsqu'à un moment, elle reçoit un message. Ce message, c'est une amie très proche d'elle, presque sa meilleure amie, qui va lui dire quelque chose qui va juste la briser. Elle lui dit « Lucie, t'es toujours avec ton copain ?» Elle lui dit « Non, il m'a quitté aujourd'hui, juste après l'école. » Et sa pote, elle l'appelle immédiatement, Lucie décroche, et là elle lui dit « Lucie, j'étais en ville ce soir, juste il y a quelques minutes, et j'ai croisé ton copain, enfin du coup ton ex, qui était en train de tenir la main d'une autre fille. » À ce moment-là, Lucie, elle nous raconte qu'elle est détruite. Elle se remet à pleurer, le chagrin est bien plus fort qu'avant, et pourtant avant, il était déjà assez important, parce que dans sa tête, elle se dit « Mais en fait, j'ai été remplacé, je n'ai rien signifié pour cette personne. » Alors que lui, je le considérais comme la personne avec qui j'allais faire ma vie. Et ça, mes amis, pour avoir moi-même été remplacé du jour au lendemain 2 ou 3 fois il y a quelques années, je vous raconte pas à quel point ça fait tout drôle. Aujourd'hui, bien évidemment, j'en rigole, ça me fait plus rien, mais franchement, sur le coup, j'étais pas très bien. Donc, j'ai envie de dire, je comprends tout à fait ce que notre amie Lucie ressent à ce moment-là. Bref, l'échange au téléphone dure quelques minutes, Lucie raccroche, elle s'effondre. Et là, il y a une chose qui va lui mettre un petit peu de baume au cœur, c'est qu'elle entend un petit miaulement derrière sa porte, elle va ouvrir, et c'est son chat qui s'approche d'elle, qui monte sur son lit et qui vient lui faire un gros câlin. Il se blottit contre elle, vraiment, il se couche un petit peu comme mes chats font sur le canapé, sauf que lui, c'est contre elle, et vraiment, ça la rassure, ça lui met un petit peu de baume au cœur, ça lui enlève un tout petit peu le chagrin. Elle se met devant sa série, elle essaye de se concentrer tant bien que mal, et à un moment, elle finit par s'endormir, toujours avec son petit chat contre elle. Vous allez voir, si je vous raconte ça, c'est pas pour rien. Quelques jours plus tard, Lucie se rend à l'université, elle suit les cours, à la fin de la journée, elle rentre à la maison, et lorsqu'elle passe le pas de la porte, elle voit que sa maman est toute paniquée. Celle-ci vient de rentrer du travail, elle dit à Lucie « Ma chérie, on n'a plus le chat, je ne sais pas où il a disparu, il n'est pas rentré. » Et à ce moment-là, Lucie, elle est toute paniquée parce que pour elle, c'est l'amour de sa vie, elle s'en est occupée depuis qu'il est tout petit, et actuellement, dans la situation actuelle, c'est la personne, enfin, c'est pas une personne, c'est le chat, c'est l'animal qui est en train de lui faire un petit peu oublier le chagrin. Donc c'est un élément crucial dans cette situation, c'est son chat sur lequel elle pourra compter toute sa vie. Bon, là, l'ambiance de la maison est assez stressante, tout le monde est paniqué, ils cherchent partout, derrière les meubles, dans le jardin, un petit peu dans la rue, mais malheureusement, ils ne trouvent rien. Le chat a complètement disparu. Lucie décide d'aller sonner chez les voisins pour voir s'ils l'ont aperçu, mais malheureusement, toutes les réponses sont négatives. Bon, la famille recherche le chat pendant plusieurs heures jusqu'à à peu près minuit, lorsqu'à un moment, tout le monde se rend à l'évidence, il a bel et bien disparu. Ils espèrent quand même qu'il est encore en vie, qu'il ne s'est pas fait renverser par une voiture, mais là, Lucie, elle ne réalise pas encore à quel point s'endormir va être compliqué. Elle monte dans sa chambre, elle se met dans son lit, sauf que là, elle réalise directement que son chat ne vient pas. Elle qui avait l'habitude ces derniers soirs de s'endormir avec lui collé contre elle, aujourd'hui ce ne sera pas le cas. Et à nouveau, lorsqu'elle se rend compte de ça, elle fond en larmes. Pour elle, c'est comme un deuxième abandon. Déjà, il y a eu la rupture, mais là, son chat est parti. Son chat a été kidnappé ou je ne sais quoi. Il est parti, il n'est plus là. Et ça, pour elle, c'est juste la goutte de trop. Au final, elle nous raconte qu'elle va passer une nuit blanche, elle va aller à l'université le lendemain en étant absolument claquée, mais elle arrive quand même à suivre les cours. L'histoire reprend quelques jours plus tard, lorsque, à nouveau, Lucie est en cours, et qu'une amie lui propose d'aller chez elle après l'école. Histoire de discuter un petit peu, de prendre un goûter ensemble, de juste évoquer des choses de leur quotidien. Lucie, elle n'a pas l'habitude de faire ça, mais elle accepte avec grand plaisir, elle se dit que ça pourrait lui faire potentiellement du bien. Et je pense, personnellement, qu'elle a raison. Parce que mes amis, si vous êtes dans une situation comme ça et que quelque chose vous fait beaucoup de mal, moi, personnellement, je sais que les choses qui m'aident quand ça m'arrive, c'est de discuter avec mes proches. C'est ma façon de faire, ça me fait beaucoup de bien, donc peut-être que c'est la vôtre et je vous encourage à le faire. Bien évidemment, parlez-en toujours à des personnes de confiance ou à des professionnels qui sont là pour ça. Et attention, c'est une chose très importante à prendre en compte, ils ne sont pas là pour vous juger. Il n'y a aucune honte à être mal, on est tous mal, les personnes qui disent que ça va tout bien tout le temps, c'est faux. À partir du moment où on est un humain, on a des émotions positives et négatives et ça se balance. Donc, parlez-en. Après les cours, Lucie suit sa pote chez elle et l'avantage c'est qu'elle n'habite pas très loin. Elle habite au bout de la rue. Elle s'arrête à l'arrêt de bus, à ce moment-là il pleut, elle marche en direction de la maison de sa pote. Lorsqu'elle s'apprête à arriver à la porte d'entrée, Lucie, elle entend un bruit. Ce bruit, elle se dit directement que c'est son esprit qui vient de le faire,
parce que c'est un miaulement de chat. Elle s'arrête, elle regarde à gauche à droite, mais il n'y a pas de chat, lorsqu'à un moment, elle entend à nouveau un miaulement. Elle se concentre, elle regarde à gauche, à droite, elle tourne sur elle-même. Il n'y a rien, la seule chose qu'il y a, c'est une poubelle, un banc et une bouche d'égout. Elle va quand même, par réflexe et pour sa conscience, voir dans la poubelle s'il n'y aurait pas éventuellement un chat. Mais malheureusement, il n'y a rien. Bon, bah elle se dit à ce moment-là que c'est sûrement son esprit qui lui joue des tours. Elle rentre dans la maison de sa pote et là, elles passent plusieurs heures ensemble. Elles prennent un petit goûter, elles discutent de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Sa pote est un soutien extrêmement précieux et important, je la remercie parce que ça a beaucoup aidé Lucie dans sa guérison. Elle lui a donné son point de vue qui est externe et objectif et ça a fait réaliser 2-3 trucs à Lucie. Par contre, le seul problème, c'est qu'elle a toujours une peine au cœur pour son chat qui a disparu. Bon, au bout de plusieurs heures, Lucie rentre à la maison, elle nous raconte qu'elle est vraiment beaucoup mieux qu'en partant. Elle va dans sa chambre et elle se met un petit peu sur son ordinateur et elle fait 2-3 trucs. Arrivé le début de la soirée, elle descend à la salle à manger, elle prend le repas avec sa famille et enfin, elle va dans sa chambre et elle s'endort. Pendant les jours et même les semaines qui suivent, Lucie nous raconte que son nouveau rituel, c'est d'aller chez sa copine de temps en temps, plusieurs fois par semaine, pour discuter de tout ce qui va, de tout ce qui va pas, et d'ailleurs, ce n'est pas que elle qui discute, c'est aussi sa copine. Elles s'écoutent mutuellement, chacun leur tour, et ça leur fait beaucoup de bien. Il y a un détail que Lucie nous raconte, c'est que elle n'a pas vraiment vu ses parents, en tout cas sa mère elle ne l'a jamais vu, et son père elle l'a seulement vu ou aperçu 2-3 fois. Et pour le peu qu'elle l'a vu, elle nous raconte qu'il est assez spécial. C'est quelqu'un de très froid, qui a un visage très fermé, des yeux noirs, enfin... Elle nous dit qu'il fait un petit peu flipper. Ce n'est pas vraiment le genre de personne qu'on a envie de rencontrer lorsqu'on est seul dans la rue. Mais bon, vu que c'est le père de sa pote, elle se dit, bon, forcément, c'est quelqu'un de bien. Mais son avis sur lui va se confirmer, ou du moins changer, lorsqu'un jour, il arrive en trombe dans la chambre de sa pote, et qu'il commence à lui hurler dessus pour aucune raison. Là, Lucie, impuissante face à la situation, le regarde, elle regarde sa pote, elle se fait toute petite. Et à un moment, le père part et il claque la porte. Bon, là, elle se dit que c'est fini, elle ne comprend pas trop ce qui vient de se passer, lorsque sa pote commence à lui parler. Elle lui dit, voilà Lucie, je sais que je m'exprime beaucoup ces derniers jours, mais il y a une chose que je t'ai pas dit, c'est qu'avec mon père, la situation, elle est juste abominable. En fait, depuis tout petit, mon père, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, qu'il n'aime personne, ni ma mère, ni moi. Il a une sorte de haine envers les gens, envers tout le monde. C'est super bizarre. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ma mère et moi, on pense que c'est un psychopathe. Et ma maman, elle m'explique qu'elle reste avec lui pour moi, pour que j'aie mes 2 parents à la maison. Elle ne comprend pas que moi, j'en ai rien à foutre de mon père. Et pour elle, ce serait aussi difficile de rebondir financièrement parce qu'elle a un travail qui ne paye pas très bien. C'est mon père qui paye en partie le loyer, elle participe. Donc aussi, niveau financier, ça serait assez compliqué. Ok, bon ben Lucie, elle prend note de tout ça, elle essaye de lui donner son avis, de lui dire, ben... Essaye de te détacher un peu de la situation, tu n'y peux rien, tu n'as rien fait de mal, du moins de ce que je connais. Et à un moment, les 2 amis entendent une voiture qui part vraiment super vite. La pote de Lucie la regarde et lui dit, ben ça c'est mon père. Quand il arrive comme ça dans ma chambre, qu'il est super énervé, il claque la porte, il sort, il prend la voiture et il va... on ne sait où. Voilà, c'est une façon de faire, c'est une façon de réagir qui est très particulière. L'avantage, c'est que là, actuellement dans la maison, il n'y a que la pote et Lucie. Donc elles ont l'esprit serein, l'ambiance est un petit peu plus chaleureuse que quand il y a le papa. Et là, la pote de Lucie lui dit, bah écoute, je te propose qu'on est dans la cuisine, qu'on se prenne un petit truc à manger et qu'on continue de discuter. C'est exactement ce qu'elles font, ça tombe bien, Lucie a une petite faim, elle sort de la chambre, elles vont dans la cuisine, et à un moment, sa pote dit, écoute, il faut juste que j'aille dans le sous-sol, parce que je dois aller à la buanderie chercher mes habits qui sont en train de pendre. Lucie dit, bah écoute, je t'accompagne, à 2 on sera beaucoup plus efficace que si t'étais seule. Elles descendent les escaliers, elles décrochent les vêtements, lorsqu'à un moment, Lucie dit, attends, j'ai entendu un bruit. Elle lui dit, rassure-moi, t'as entendu, ou je suis pas folle. Sa pote lui dit, je n'ai rien entendu. Et là, Lucie lui dit, mais c'est le même bruit que j'ai entendu la première fois où je suis venu chez toi. On était à seulement quelques mètres de ta porte d'entrée, et tu te souviens, je me suis arrêté, parce qu'en fait, j'ai entendu un miaulement de chat. Et comme je te l'ai expliqué, j'ai perdu mon chat il y a pas longtemps, il est parti, ou on l'a kidnappé, ou je ne sais quoi. Il a vraiment disparu, et depuis ce jour-là, j'entends des miaulements de temps en temps, et ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai l'impression que c'est mon esprit qui me joue des tours. Là, sa pote lui dit, ben écoute, malheureusement, non, j'ai pas entendu. Mais lorsqu'elle dit ça, elle entend elle aussi un miaulement de chat. Là, les 2 amies se regardent, elles se disent, mais à la maison, je n'ai pas de chat, je n'ai pas d'animaux, je n'ai ni un chien ni un chat, je ne sais pas d'où ça pourrait provenir. Et à nouveau, il y a un miaulement. Bon, l'ambiance est assez particulière, elles se regardent, il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. C'est bizarre, elles sortent de la buanderie, elles écoutent encore, et là, elles entendent à nouveau un miaulement. Ok, elles savent à peu près où ça se situe, elles arrivent à se diriger dans la direction, lorsqu'à un moment,
elles arrivent devant une porte qui est verrouillée. Là, la pote de Lucie la regarde et c'est comme si elle avait une sorte de déclic. Elle lui dit « Mais Lucie, tu sais que cette porte, elle est censée être fermée depuis que je suis toute petite. La seule personne qui y a accès, c'est mon papa. C'est lui seul qui a la clé, même ma mère ne l'a pas alors qu'elle habite dans la même maison. On n'a jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a seulement mon papa qui le sait. Des fois il s'absente, il va à l'intérieur, il ressort et il ne nous dit rien, enfin, tu connais mon papa. Et lorsqu'elles sont plantées devant la porte à discuter, elles entendent à nouveau un miaulement. Là, elles se regardent, elles commencent vraiment à bader parce que, pour elles, je crois que c'est plutôt clair. Derrière la porte, il n'y a pas un atelier ou quoi, il y a un chat. Et ce chat a l'air d'être enfermé. La pote comprend quelque chose très vite que Lucie, elle, n'a pas compris encore. Elle lui dit, mais s'il y a un miaulement, ça veut dire qu'il y a une fenêtre dans la pièce et que le chat est entré à l'intérieur, ou alors que le chat est tout simplement là depuis pas si longtemps que ça. Lorsqu'elle lui dit ça, Lucie ne comprend toujours pas. Elle lui dit, mais ok, tu veux en venir où? Et c'est là que sa pote lui dit, mais Lucie, on a peut-être trouvé ton chat. À ce moment-là, Lucie, elle devient complètement folle. Elle lui dit, mais ouais, mais en fait, je suis trop bête. Peut-être qu'effectivement, c'est mon chat qu'on est en train d'entendre depuis avant. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce miaulement, j'ai déjà entendu la première fois que je suis venu chez toi, donc il y a quelques jours. Donc il y a quand même un sacré nombre de jours. Il faut absolument qu'on débloque cette porte parce que peut-être qu'il est bloqué à l'intérieur, qu'il ne peut pas sortir et que ses jours sont comptés. Là, il y a une nouvelle ambiance qui apparaît dans la maison. Les deux sont en mode mission. Elles vont trouver la clé pour entrer à l'intérieur et probablement sauver un chat. Sauf que mes amis, la question, elle est assez simple. Où se trouve cette fameuse clé? Et il y a un élément qui les presse, c'est le temps. Pourquoi? Parce que son papa va pas tarder à revenir dans la maison et c'est impossible qu'elle cherche la clé pendant qu'il est là. Parce que comme je vous l'ai dit, lui, lorsqu'il est à la maison, il instaure une sorte de terreur et tout le monde reste dans sa chambre, que ce soit la pote de Lucie ou sa maman. Elles font extrêmement vite, elles remontent les escaliers, elles fouillent toutes les pièces de la maison, en commençant par la cuisine, elles fouillent tous les placards, vraiment elles foutent tout en l'air. Dans la cuisine, il n'y a rien. Elles vont dans le salon, elles fouillent à nouveau tous les meubles, il n'y a rien. La chambre à coucher de ses parents, il n'y a rien, en même temps ça serait un endroit trop évident. Elles retournent dans le salon et là, elles sont vraiment tristes parce qu'elles savent qu'il y a un chat à la cave, mais que malheureusement, elles ne peuvent pas y accéder, elles ne peuvent pas le sauver. Lucie, elle est vraiment en panique parce qu'elle se dit intérieurement, c'est peut-être mon chat qui est là, du moins elle a bon espoir, mais malheureusement, il n'y a plus aucun endroit où fouiller. À un moment, Lucie, elle est dépitée, vraiment, elle se met à soulever le tapis avec son pied, lorsque soudain, une clé apparaît. Les deux se regardent, elles se disent, mais c'est pas possible, j'ai soulevé le tapis en mode je suis vénère, et au final, la clé était là. Elles n'en croient pas leurs yeux, vraiment, elles se regardent, elles ne savent pas si la clé est réelle ou si c'est une sorte de mirage. Elles la prennent et effectivement, il s'agit d'une clé qui est très probablement liée à cette cave, ou du moins ce serait une coïncidence assez particulière et assez improbable. Elles la prennent et elles se rendent en courant à la cave. Lucie manque de se péter la gueule dans les escaliers, elle prend la clé, elle la met dans la serrure, elle la tourne, et heureusement, c'est bien la clé de cette porte. Mais, mes amis, lorsqu'elles ouvrent la porte de cette pièce, elles s'attendaient absolument tout sauf à voir ce qu'elles ont vu. Déjà, c'est vite vu, elles ouvrent la porte, les deux ont failli gerber. Elle nous explique que lorsque la porte s'est ouverte, il y a une odeur juste nauséabonde qui est sortie de la pièce. Elles étaient vraiment à ça de vomir les deux en même temps. À l'intérieur, il fait nuit noire, il y a cette odeur horrible et vraiment, ça pue la merde. Elles prennent leur téléphone, elles activent la lampe de poche et là, c'est une horreur qui se déroule sous leurs propres yeux. Dans cette pièce, il y a de la merde de chat absolument partout. Et bon, ça c'est pas trop grave, enfin oui c'est grave, mais c'est pas le pire. Il y a des cadavres d'animaux absolument partout. Elle n'arrive pas vraiment à distinguer, mais pour elle, c'est des cadavres de chats. À ce moment-là, Lucie a une boule au ventre parce qu'elle se dit, mon Dieu, probablement que mon chat fait partie de ce qui reste de cadavres. Elle voit sur le côté une sorte de grand congélateur, vous savez, comme dans les magasins où on met des glaces. Elles savent probablement ce que c'est pour congeler des chats ou je ne sais quoi. Elle l'ouvre et évidemment, il y a des chats qui sont à l'intérieur. Là, les deux amies, déjà, elles se bouchent le nez parce que c'est juste impossible de respirer. Elles ont les deux les larmes qui coulent tellement la scène est choquante. Elles décident de quitter la pièce et vous allez voir, je suis pas quelqu'un qui croit au miracle, mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est possible. Lorsqu'elle ferme la porte, Lucie entend un miaulement et un chat s'avance vers elle. Vu qu'il fait nuit noire, elle ne voit rien, elle le prend dans les bras, elle remonte avec lui dans le salon, et à peine elle remonte les escaliers que la lumière commence à apparaître. Lucie n'en revient pas, elle se met à crier, à pleurer, c'est un sentiment très étrange, mais le chat qu'elle tient dans ses bras
c'est sa boule de poil. C'est son meilleur ami, c'est l'amour de sa vie, c'est son chat à elle. Malheureusement, elle n'a pas donné le prénom dans l'histoire, j'aurais bien voulu le savoir. Mais c'est son chat. Là, elle regarde sa pote, elle le serre dans les bras, le chat est à 2 doigts de canner tellement il peut plus respirer. Mais la joie ne va pas durer éternellement, et elle est même interrompue assez rapidement lorsqu'elles entendent une voiture qui est en train de se garer à l'extérieur. Sa pote lui dit « Merde, c'est mon père qui est en train de rentrer ». Va vite dans la chambre, ouvre la fenêtre et tu te casses, vraiment, tu rentres chez toi avec ton chat. Je te tiens au courant par SMS, je t'appelle ou j'en sais rien, on s'envoie un pigeon, mais on se tient au courant. Lucie court dans la chambre, elle ferme la porte derrière elle, elle ouvre la fenêtre, elle se barre. Et pendant ce temps, sa pote est trop smart, elle est trop intelligente, elle reste dans la cuisine et dès que son père rentre, elle essaye de le retenir pour qu'il n'aille pas voir à la cave. Elle lui tape la discute même si c'est la dernière des choses dont elle a envie. Et Lucie, elle arrive à rentrer chez elle avec son chat. Lorsqu'elle rentre à la maison, sa mère comprend pas trop ce qui est en train de se passer, elle voit sa fille qui est trempée parce qu'il pleut, avec un chat dans les bras qui est en fait le chat qu'ils ont perdu. Tout le monde est trop content, elle lui court dans les bras, elle la serre fort avec le chat, et la petite famille est enfin réunie. Maintenant, il y a une question qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que ces chats étaient enfermés à l'intérieur de cette cave? Pourquoi est-ce que la plupart étaient malheureusement plus en vie? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont congelés dans un énorme bac? C'est super bizarre. Et surtout, comment ça se fait que son chat se soit retrouvé ici, dans cette pièce? Eh bien mes amis, je pense que la réponse vous l'avez autant que moi. Il s'agit en réalité de son père parce qu'une enquête a été menée et les enquêteurs ont déterminé qu'en fait son père est juste un psychopathe. Et je vous ai dit qu'il détestait les humains, mais en fait il a une haine absolument profonde envers les animaux et plus particulièrement les chats. Pourquoi? Parce qu'apparemment il a avoué aux enquêteurs que lorsqu'il était petit il s'est fait griffer une fois par un chat et qu'à partir de là il a commencé à les haïr. Chaque fois qu'il voyait un chat traîner autour de sa maison ou dans la rue, il le kidnappait et il le balançait dans cette pièce. C'est pourquoi il y a des chats qui étaient malheureusement plus en vie, et la seule chose qu'il n'a pas avoué, c'est pourquoi certains étaient dans un congélateur. Le mystère malheureusement reste non résolu par rapport à ça, et une des choses qui est juste terrible à se dire, c'est que le chat de Lucie a croisé la route de ce malade. Il était probablement en train de se promener tranquille dehors, à bouffer des croquettes et à jouer avec les autres chats du quartier. Lorsque ce gars l'a pris, il l'a balancé dans sa cave, et son sort était scellé. D'ici quelques jours, il serait mort de soif, de faim, et il serait resté là, dans cette cave, pour l'éternité. À ce moment-là de sa vie, Danny, il a 27 ans. Pourquoi est-ce que je précise l'âge? Parce que vous allez voir qu'il y a un petit truc qui, moi, m'a mis un petit peu mal. Dans quelques mois à peine, il nous raconte qu'il termine ses études, il est en alternance. Donc, si j'ai bien compris, c'est quand on travaille et qu'on a des études en parallèle. Chez nous, on appelle ça à temps partiel, ou en emploi, ou d'autres termes. Quand je dis chez nous, c'est bien évidemment la Suisse. Et d'un point de vue social, tout va bien. Et il nous donne un petit détail concernant sa vie privée, c'est qu'il est en couple depuis plusieurs années. Entre les deux amoureux, tout se passe à merveille, leur aventure est juste incroyable. Il nous raconte qu'il n'y a pas vraiment eu de bas jusqu'à maintenant, et pourtant, ça fait quelques années. Donc j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, et on croise les doigts pour que ça dure. Et d'ailleurs, il y a une étape qu'il s'apprête à franchir, et d'ailleurs, ce n'est pas la moindre. Les deux amoureux ont décidé d'emménager dans leur petit nid familial, histoire de pouvoir vivre ensemble, parce qu'actuellement, chacun vit chez ses parents. Ils se voient de temps en temps la semaine, le week-end, mais ils n'ont pas une vie en commun, et ça va changer. Mais vous me direz, ça va changer de façon classique, où les deux prennent un appartement. Non, 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 c'est encore mieux que ça. Danny va acheter une maison. Pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai précisé l'âge au début? Parce que ce monsieur a 27 ans, le même âge que moi. Lui est en train d'acheter une maison qui n'est pas donnée, pendant que moi, je suis en train de piloter des avions sur Flight Simulator. C'est à ce moment-là, des fois, que je me dis, en fait, j'ai loupé ma vie. Mais bon, pas de panique, j'ai aussi bon espoir que moi-même, je puisse un jour acheter une maison. Et si jamais ça n'arrive pas, eh bien, ainsi va la vie. Bref, c'est pas parce que vous n'avez pas acheté de maison que vous avez loupé votre vie, loin de là. Mais pour Danny et sa copine, c'est leur prochaine grande étape. D'ailleurs, le début de l'histoire, il commence lorsque les deux amoureux décident de partir en vacances. À la base, ça devait être des vacances d'été, donc pour aller à la plage et se détendre. Mais les deux amoureux, ils ont quelque chose d'autre derrière la tête. Alors évidemment, ils vont aller cramer sur la plage, mais le soir, lorsqu'ils rentrent, ils vont aller au restaurant, faire une petite soirée film. Et après le film, ils ont une activité en particulier. Au lieu de s'endormir, ils continuent d'être sur l'ordinateur et là ils cherchent les différentes maisons dans l'endroit où ils habitent qui sont à vendre. Et ils nous racontent que pendant toute la semaine de leurs vacances, ils font ça. Chaque soir, ils regardent un petit peu les maisons jusqu'à un moment où on est l'avant-dernière nuit et après de nombreuses heures de recherche, c'est vers 3 h du matin que le couple tombe sur une perle rare. Alors là, mes amis, c'est exactement le genre de maison qu'ils apprécient. C'est pas le genre de bâtiment qui a été construit en 2024, c'est une maison assez ancienne. Mais pour les deux, c'est exactement
ce qu'ils cherchent. Ils n'aiment pas tout ce qui est super moderne, eux c'est plutôt dans l'ancien, un truc plutôt rustique avec du bois qui craque quand on marche. Ça c'est vraiment le truc qui les fait kiffer et j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Lorsqu'ils tombent sur l'annonce de la maison qui est à vendre, ça paraît comme une évidence. Les deux se regardent, ils regardent l'annonce, ils se re-regardent et c'est clair. Ils se disent mais on a trouvé, c'est évident. Il y a un petit détail qui les turlupine un petit peu si je peux dire. C'est le prix de la maison et le fait que cette maison soit encore disponible. Parce que ça semble être une affaire trop belle pour être vraie. Mais en même temps, c'est un peu les prix dans la région, donc ça les choque, mais à moitié. Le couple n'attend pas une seconde de plus. Ils s'inscrivent sur le site internet et ils contactent directement le vendeur. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que celui-ci réponde. Enfin, d'abord qu'il voit le message et qu'ensuite qu'il prenne le temps de répondre. Parce que souvent sur ce genre de site, on contacte, mais on n'a jamais de réponse. Les deux continuent à s'extasier sur cette maison pendant toute la nuit, ils vont se coucher à 5 heures. Mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? Non, parce qu'on est au bord de la mer en vacances, il y a pire dans la vie. Le lendemain matin, le couple se réveille, ils profitent de leur dernier jour de vacances, et ensuite, retour à la maison. Lorsque leur avion atterrit et qu'ils arrivent dans l'aéroport, Danny reçoit une notification parce que son téléphone a de nouveau du réseau. Et cette notification, mesdames et messieurs, c'est le site internet où était vendue la maison. En gros, il est indiqué qu'il y a une notification d'un nouveau message qui provient évidemment du vendeur. Danny et sa copine s'arrêtent immédiatement, ils posent leurs valises, ils ouvrent directement la notif et là, ils sautent de joie parce que la personne leur a indiqué que la maison est encore disponible et qu'ils seraient très intéressés à rencontrer le couple pour une éventuelle vente. Là, autant vous dire que les deux amoureux, ils sautent de joie, ils poussent des cris, enfin, il n'y a pas plus heureux qu'eux à ce moment-là. Ils prennent le train, ils rentrent chez eux et tout va bien. À partir de là, c'est plusieurs mois qui se passent et on a quelques nouvelles. Pendant ces plusieurs mois, le couple est allé visiter la maison. Ils l'ont fait 2 fois pour être sûr de la décision qu'ils vont prendre. Et au bout d'environ 2 heures de visite cumulée, ça paraît être une évidence. Le couple est juste raide dingue de cette maison. Et ils font une proposition d'achat au vendeur. Ça correspond plus ou moins au prix qu'il en veut. Il accepte avec grand plaisir. Et mes amis, voilà notre couple préféré qui devient propriétaire de cette fameuse demeure. Pour Danny, à 27 ans, c'est remarquable. Est-ce que c'était un bon choix? L'avenir nous le dira. L'histoire reprend le jour du déménagement. Alors c'est un sacré bordel parce que à la fois il faut déplacer les affaires de Danny et de sa copine. Ces affaires sont dans 2 appartements séparés, donc c'est juste un enfer. Mais au bout de 2 jours, à temps plein avec plusieurs personnes, tous les cartons sont enfin dans la nouvelle maison. Le plus gros reste évidemment à faire, c'est s'installer, défaire les cartons, faire les meubles, etc. Mais bon, ça, une fois qu'on est chez nous, entre amoureux, bah, c'est juste trop cool. Pendant 2 semaines, ils vivent dans une maison qui ne ressemble à rien, il y a du bordel partout. Le seul élément qui est utilisable dans la maison, c'est leur matelas. Celui-ci se trouve au rez-de-chaussée, dans une chambre, et dès qu'ils ont emménagé dans cette maison, Danny nous raconte que le bois, ça fait quand même pas mal de bruit. Et il nous donne un détail qui peut potentiellement mettre la puce à l'oreille. Il nous dit mais de temps en temps dans la maison j'entends des craquements mais également des bruits un petit peu plus sourds. Il nous explique tout simplement que c'est comme si on habitait dans un appartement et qu'il y avait des gens au-dessus et qui marchaient de façon assez prononcée. Donc en gros on entend des bruits de pas qui sont assez forts. Sauf que évidemment vous l'aurez compris, à ce moment-là, ils habitent dans une maison, théoriquement, il n'y a personne au-dessus. La seule chose qu'il y a au-dessus d'eux, c'est un étage et en dessus, un grenier. Mais si on n'entendait pas dans un grenier, c'est que généralement il y a quelqu'un qui y habite, ce qui là normalement n'est pas le cas. Et en plus de ça, ils sont sûrs et certains que d'ailleurs ce n'est pas le cas, parce qu'ils l'ont visité avec le propriétaire. Mais bon, ça dérange pas plus Danny et sa copine, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une ancienne maison, ça travaille, le bois y craque, et généralement il y a des bruits quoi. Au bout de 2 semaines, les deux amoureux sont installés, ils commencent à vivre leur nouvelle vie, et tout va pour le mieux. Maintenant la question c'est, est-ce que ça va durer ? On espère. Un fameux jour, Danny se réveille, il part au travail, et lorsqu'il revient le soir, il retrouve sa copine à la maison. Les deux amoureux décident de se faire une petite soirée sushi devant la télévision, et ils décident de regarder leur série préférée. Ils enchaînent 1, 2, 3, 4 épisodes, et ils finissent vers 3 h du matin. Heureusement, ils peuvent se le permettre, demain c'est congé, et avant d'aller se coucher, ils ont un petit rituel, ils éteignent la télévision, et ils discutent pendant quelques minutes. En éteignant la télévision, il y a moins de bruit dans le salon, lorsque tout à coup, Danny est sur le canapé et il dit à sa copine « T'as entendu ça ?» Elle lui dit « Oui, j'ai entendu, il y a eu un bruit, on est d'accord. » Danny lui répond que, effectivement, il y a eu un bruit. Cette fois-ci, c'est pas du bois qui a craqué, c'est comme si un objet métallique était tombé par terre. Mais j'ai l'impression que ça ne provenait pas d'au-dessus. Est-ce que c'était sur les côtés, en bas ou je ne sais pas où? Peut-être, mais au-dessus,
J'ai pas l'impression. Bizarre, à partir de là, ils écoutent pendant quelques secondes pour voir si ça se reproduit. Là, il n'y a plus aucun bruit, ils continuent de discuter, lorsque soudain, un nouvel objet semble tomber au sol. Mais cette fois-ci, c'est pas vraiment un bruit métallique, c'est plus un bruit comme si on prenait un objet très lourd et qu'on le lâchait. Et là, ils se disent, ouais, il y a pas de raison qu'il y ait un bruit comme ça. Danny dit à sa copine, attends, je vais vite aller voir dehors pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de gens qui lancent des cailloux sur notre maison ou s'il n'y a pas du vent qui pourrait faire tomber des branches ou des choses d'un arbre. Donc que ça tombe sur le toit puis que ça fasse un bruit. Elle lui dit, reste prudent, je vais quand même venir avec toi, j'ai pas envie que tu sois seul dehors parce qu'il fait tout nuit, on est quand même aux alentours d'une forêt, c'est pas l'endroit le plus sympa du monde. Les deux sortent devant la maison, ils voient qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de personne qui lance des choses sur leur maison. C'est bizarre. Il rentre à l'intérieur parce qu'il se pèle le cul, il fait super froid, et il continue de discuter tout en étant un petit peu attentif. Là, au milieu de la discussion, sa copine arrête Danny et lui dit, mais je sais pas si c'est la paranoïa qui est en train de me gagner, mais il me semble avoir entendu un rire. Danny lui dit, écoute cousine, je suis d'accord avec toi qu'il y a des bruits dans la maison, etc. J'ai pas entendu de rire, là je pense que c'est la folie qui est en train de l'emporter. Est-ce que c'est la folie ou la fatigue? Je ne sais pas, mais c'est un des deux. Jusqu'à un moment où lui aussi commence à bader lorsqu'il entend un rire. Mais c'est assez subtil, c'est assez discret, c'est pas très fort, et les deux l'ont entendu au même moment. Donc là, on peut gentiment écarter la folie, la fatigue, et se dire que probablement ce rire a bel et bien existé. Maintenant, la question qu'on se pose tous, d'où est-ce que ça provient? Là, Danny va dans une des pièces de la maison, il saisit une lampe de poche qu'il avait rangée là. Il dit à sa copine, tout ce qu'on va faire, on va le faire les deux. Je vais pas aller seul, tu ne vas pas aller seul, on va rester collés et soudés. C'est une des notions qu'ils ont apprises dans un film d'horreur, et j'ai envie de dire c'est la meilleure, c'est de ne jamais se séparer. Il lui dit, écoute, on va prendre la lampe de poche, on va d'abord aller voir de haut en bas, donc on va commencer par le grenier pour voir si quelque chose est là. Parce que, vu que c'est un rire, lui, en fait, il pense que ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une poupée qui s'est activée ou quelque chose comme ça, un jouet ou je ne sais trop quoi. Les deux montent dans le grenier, ils ouvrent la porte, et là, ils commencent à fouiller. À un moment, tout au fond, il y a une couverture, les deux se regardent, ils se disent, bon, on va voir ce qu'il y a dessous. Ils appréhendent un tout petit peu, ils soulèvent la couverture, et là, ils voient plein de caisses. Pour écarter toutes les possibilités, ils décident de toutes les fouiller, jusqu'à un moment où ils trouvent une sorte de petit jouet. Là, sa copine lui dit, chérie, regarde, je viens de trouver ça. Est-ce que tu penses pas que c'est cet objet qui s'est activé? Et il aurait pu émettre un bruit qui ressemble à une sorte de rire ou quelque chose comme ça. Danny lui dit, franchement, c'est un putain de canard. Je pense pas qu'un canard, ça émet un rire. Sa copine lui dit, t'as raison, c'est probablement pas ça. J'essaie peut-être de me rassurer, mais on va continuer de fouiller. Et effectivement, les deux amoureux ne trouvent rien dans le grenier. Ils descendent donc à l'étage, ils fouillent toutes les pièces, tous les placards pour voir si quelqu'un ne s'est pas introduit chez eux et qu'il s'est caché. Mais à nouveau, ils ne trouvent rien du tout. Bon, là, la question de est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on tombe un petit peu dans la folie se repose. Mais si les deux l'ont entendu au même moment, c'est quand même peu probable que ce soit ça. Ils continuent en fouillant le rez-de-chaussée. Ils fouillent d'abord la chambre à coucher, ensuite la salle à manger, vient autour de la cuisine, et à un moment, ils vont voir dans le salon. Dans le salon, il y a une sorte d'étagère, et lorsque Danny passe devant, il la regarde juste, il jette un coup d'œil, et à ce moment-là, il voit un détail qui ne l'avait pas frappé jusqu'à maintenant. Il se dit, mais attends, l'étagère, elle est contre un mur qui est d'une certaine couleur, et en bas, au-dessus d'un des plateaux de l'étagère, il y a une sorte de bande, plutôt un carré, qui est de la même couleur, mais légèrement plus clair. Il se dit, c'est bizarre parce que c'est quand même relativement grand, ça fait plusieurs dizaines de centimètres, pas tout à fait 1 mètre, mais relativement grand, et il n'avait jamais remarqué ça. Il se dit, peut-être c'est une question de lumière, il allume toutes les lumières dans la maison, mais il remarque très vite que c'est bel et bien une couleur différente. Et là, il appelle sa chérie pour lui montrer. Elle vient, elle constate, elle lui dit « Ouais, c'est bizarre, tu penses que ça peut être quoi ?» Et là, Danny va faire quelque chose qui va lui mettre des frissons. Il tape contre le mur qui a une couleur entre guillemets normale. On sent que c'est un gros mur bien épais, mais lorsqu'il tape contre cette petite paroi, ça sonne relativement creux. Vous l'aurez peut-être compris, derrière cette paroi, il y a quelque chose, elle n'est pas là par hasard. Danny regarde sa copine, il lui dit « Ouais, je pense qu'on vient de trouver quelque chose de spécial dans cette maison qu'on n'avait pas vu pendant la visite. Le propriétaire ne nous en a pas parlé. Mais chérie, derrière ce mur,
il y a quelque chose. Bon, l'ambiance dans la maison change radicalement, elle devient un peu plus pesante, un petit peu plus angoissante. Il lui dit, ben maintenant, la prochaine étape, c'est de savoir comment est-ce qu'on ouvre ce mur. Est-ce qu'on doit le détruire? Est-ce qu'il y a une clé à quelque part? Est-ce qu'on doit la pousser? Est-ce qu'on doit la tirer ou faire toute une combinaison secrète? Et lorsqu'il dit ça, il est en train d'essayer un peu de gratter pour voir ce qu'il peut en faire. Il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas de la peinture qui est contre cette trappe, c'est une sorte de papier peint, comme un autocollant. Il tire l'autocollant, donc il l'enlève, et en l'enlevant, il voit qu'il y a une toute petite poignée sur la trappe. La poignée est encastrée, donc en fait, il y a un petit trou avec la poignée dedans, ça fait qu'on ne la voit pas lorsqu'il avait le papier peint. Donc le fait qu'on ne la voit pas, c'est volontaire, elle a été mise pas par hasard ici, c'est que cette trappe est bel et bien ici pour cacher quelque chose. Là, ça commence vraiment à les faire flipper. Ils ont accès maintenant à une poignée qu'ils peuvent pousser ou tirer pour ouvrir cette trappe. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'en a pas la moindre idée, mais en tout cas, elle n'est pas là par hasard. Et tout va s'intensifier lorsqu'ils sont devant cette trappe et qu'ils entendent à nouveau un petit bruit. Là, ils se regardent, sa copine a limite les larmes aux yeux tellement elle est effrayée. Son copain, Danny, lui prend la main et lui dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Remettons les choses dans le contexte, on est au bord d'une forêt, on est dans une ancienne maison, peut-être que c'est un animal qui est venu trouver refuge ici. On ouvre cette trappe et dans le pire des cas, on trouve un raton laveur qui est en train de faire sa toilette. Danny prend son courage à deux mains, il prend la poignée, il la tire, donc il ouvre la trappe et là, il voit que dalle. Il fait tout nuit, c'est tout noir, on ne voit rien. Il y a un souffle assez froid qui s'échappe de la trappe. Il regarde sa copine, il prend la lampe de poche, il la pointe dans la trappe et là, il aurait préféré voir un cadavre plutôt que ce qu'il y a devant ses yeux. Devant ses yeux, il y a une pièce complètement vide et au milieu de cette pièce, il y a un trou. Une option s'offre à lui. Refermer cette trappe et se barrer en courant ou alors continuer de prendre son courage à deux mains, de rentrer dans cette trappe et d'aller voir ce qu'il se passe dans ce trou. Il arrive à voir, en passant la tête par la trappe sans forcément y rentrer, que dans ce trou, il y a des escaliers qui descendent en colimaçon. Là, ça devient super bizarre, parce que ça veut concrètement dire que derrière le mur, il y a une pièce, et en bas, en dessous de cette pièce, il y a encore quelque chose qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, il se dit « Attends chérie, je vais vite aller chercher le plan de la maison parce que je sais exactement où je l'ai mis, il est dans le bureau. » Il court pendant quelques secondes à l'étage, il prend le plan, il revient en bas, et il le regarde. Et effectivement, c'est bien ce qui lui semblait. Sur le plan, cette trappe n'est pas indiquée, et les pièces derrière, encore moins. Là, il va prendre une décision de génie. Danny va chercher un des objets qui lui tient le plus à cœur. C'est une sorte de voiture télécommandée. Il en fait depuis qu'il est tout petit, c'est vraiment sa passion. Il lui dit, écoute, cette voiture, elle a une toute petite caméra, elle est juste minable, elle est vraiment nulle. C'est du 2 pixels, enfin, on voit vraiment que dalle. Mais peut-être qu'on arrivera à voir plus ou moins ce qui se cache en bas de ces escaliers. Évidemment, sa copine, ben, je veux dire, elle n'a pas trop le choix. Elle lui dit, bah écoute, vas-y. Il met la voiture, il la fait aller. Et en tant que grand pilote, Danny n'arrive pas à voir ce qu'il y a dans les escaliers, il la fout dans le trou. En gros, il a foiré l'accélération, sa voiture, elle est allée tout droit dans le trou, et ça a fait un bruit pas possible. Par contre, ça leur a donné un détail qui a son importance ou pas, je ne sais pas, c'est que les escaliers sont en métal, et il y a autre chose qui découle de cette mésaventure qui là, c'est un petit peu moins drôle, c'est qu'au moment où la voiture est tombée, ils ont entendu énormément de bruit, comme si un troupeau de moutons se barrait en courant. Lorsqu'ils ont entendu ça, Danny a saisi la main de sa copine, il lui a dit « on se barre, on sort de la maison » parce qu'on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est des humains, est-ce que c'est des moutons, est-ce que c'est des ragondins ou je ne sais pas, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne reste pas une seconde de plus dans cette maison en ne sachant pas ce qu'il y a derrière. Et en bas accessoirement. C'est ce qu'ils font. Ils sortent de la maison, ils prennent la voiture et ils vont faire un tour. Là, ils se disent mais c'est impossible qu'on dorme dans cette maison, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est peut-être très dangereux. Et vu que la trappe est ouverte et qu'il y a des escaliers, peut-être que si c'est quelqu'un, il est remonté, il allait se cacher dans un placard ou je ne sais quoi. Et là, ils décident d'aller tout simplement chez la mère de Danny qui n'habite pas si loin. Après quelques tentatives à sonner à la porte, la maman vient ouvrir et elle les accueille avec grand plaisir. Ils passent une agréable nuit, il n'y a rien qui se passe et dès le lendemain, ils décident de retourner dans la maison pour voir vraiment ce qu'il y a dessous. Sauf que cette fois, ils ne sont pas en pleine nuit, ils sont en pleine journée et surtout, ils ont pris toute une armée de leurs potes avec. Comme ça, si en bas des escaliers, il y a un mec qui fait le malin, 2-3 coups de poing et on n'en parle plus. Arrivé dans la maison, la tension est maximale. Danny craque ses doigts, il rentre dans la trappe et il descend les escaliers avec un de ses potes. Et surtout, une bonne lampe de poche. Ce qu'il voit en bas de ces escaliers
il ne s'en remettra probablement jamais. Il y a une très grande pièce qui est creusée dans la pierre, avec plein de bougies, plein de trucs en bois, des trucs bizarres. Et surtout, il y a des vêtements. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, il y a une odeur qui leur donne juste envie de dégueuler. Là, ils appellent tous leurs potes qui sont restés en haut dans le salon pour leur dire: les amis, descendez, venez avec nous, comme ça on est vraiment un groupe. Tout le monde descend, même sa copine qui franchement n'a pas envie du tout. Ils se retrouvent tous en bas, donc vraiment au sous-sol, dans cette pièce très lugubre, très bizarre. Et là dans le groupe, il y a un des membres qui dit: mais en fait, vous n'étiez pas seul à vivre ici. Il y a des gens qui étaient là, présents, ce soir-là, donc hier soir. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ici? Je ne sais pas, mais le délire de bougies, de bouts de bois, j'ai mon avis, c'est assez bizarre. Ça me fait tout droit penser à ce que je vois dans les films concernant des sectes. Mais ce qu'il lui dit surtout, c'est: ok, c'est bien beau, imaginons que vous aviez une secte dans le sous-sol, comment est-ce qu'ils sont entrés? Là, il pointe la lampe de poche un petit peu à gauche à droite, et il voit qu'il y a une sorte d'entrée. Mais à nouveau, on ne voit rien du tout. Tout le groupe s'avance vers cette entrée, vers ce trou. Il continue de marcher pendant de longues minutes, dans une sorte de tunnel qui va tout droit et qui tourne un petit peu à gauche en serpentin. Et à un moment, ils aperçoivent au loin la lumière du jour. Mais ils ont parcouru, franchement, une bonne centaine de mètres. Arrivés à la sortie, ils regardent à l'extérieur, on est en plein jour, et ils se disent: mais bordel, où est-ce qu'on a atterri? Et là, Danny et sa copine reconnaissent très bien l'endroit. C'est un endroit qui se trouve à 5 minutes de marche de la maison. Ils sont passés déjà là 2-3 fois lorsqu'ils sont allés faire une promenade, mais ils n'avaient jamais remarqué cette entrée, et ils se doutaient encore moins, s'ils l'avaient vu, que ça mènerait dans leur sous-sol. Donc à partir de là, ils se disent tout simplement: dans cette maison, on n'était pas les seuls à vivre, il y a des gens qui étaient en bas dans le sous-sol, qui faisaient toutes sortes de choses bizarres ou pas. Bon, au moins la chose plus ou moins positive, c'est qu'ils savent que voilà, c'était probablement des humains. Maintenant, la question c'est de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Eh bien mes amis, vous allez voir qu'on va apprendre la vérité de façon assez hasardeuse. Un soir, lorsque Danny et sa copine dînent chez les parents de la copine, il y a également des amis de la famille. Parmi ces amis, il y a une personne qui est assez âgée, qui a environ 80-85 ans, qui a vécu toute sa vie dans le village, elle est née ici, et à un moment, il va lâcher une information qui directement va mettre la puce à l'oreille de Danny et de sa copine. Il parle d'un sujet concernant l'histoire du village, lorsqu'à un moment, celui-ci dit: mais à l'époque, il y avait un groupement de personnes qui était connu pour faire une sorte de sorcellerie assez bizarre. Et je vous dis à l'époque, mais en fait aujourd'hui apparemment il y a une rumeur qui court comme quoi cette secte, on peut l'appeler, ce groupement de personnes, est encore actif. Par contre, il y a un mystère qu'on n'a jamais pu résoudre, c'est qu'avant le lieu où ils pratiquaient était connu, aujourd'hui on ne sait malheureusement pas où ils font le rituel. Alors mes amis, lorsque l'ancien il dit ça, Danny regarde sa copine, il se chie littéralement dessus, parce que les deux ont compris, probablement que l'endroit qu'ils ont trouvé dans leur cave, dans leur sous-sol, c'est très probablement l'endroit où des personnes peut-être mal intentionnées ou je ne sais quoi font des choses assez bizarres. Et là, ils en parlent ouvertement à table, ils disent: mais en fait, je crois qu'on a la réponse à votre question, monsieur. Et le vieux monsieur est tellement empressé de pouvoir voir de ses propres yeux cet endroit qu'il dit au couple, à la fin du repas: je vous raccompagne chez vous, et je veux voir ça. C'est exactement ce qui se passe, toute la famille va voir la maison. Et lorsqu'ils fouillent un petit peu dans les affaires qu'ils ont trouvées dans le sous-sol, le vieux monsieur remarque qu'il y a plein d'objets qui étaient connus déjà à l'époque, comme des médailles avec un symbole très particulier dessus. Donc là, ça ne fait plus aucun doute. Il y a bel et bien des gens de ce groupement, donc de cette secte, qui viennent dans leur sous-sol. La question qui persiste, c'est: qu'est-ce qu'ils y font? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Est-ce qu'ils veulent du mal aux gens qui habitent la maison? Est-ce qu'ils viennent à des fréquences régulières? Ça, malheureusement, on n'a pas la réponse. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. En tout cas, le fin mot de l'histoire, c'est que Danny et sa copine ont décidé de déménager. Pour eux, c'était juste impossible de rester dans une maison lorsqu'on sait qu'il y a une secte qui vient au sous-sol. Et d'ailleurs, je comprends, je serais le premier à m'être barré, je ne serais jamais revenu dans la maison d'ailleurs. Donc au final, moi je suis content d'être sur mon petit PC à faire des vols sur Flight Simulator. Pendant que Danny, lui, il a acheté une maison sans savoir qu'au fin fond de son sous-sol, il y a des gens assez étranges qui font des choses encore plus étranges. Donc j'ai envie de dire, je suis pas trop mal. Et mes amis, dans cette vidéo, je vous recommande et je vous demande même de rester jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, parce que je vais vous raconter dans un premier temps l'histoire et ensuite je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. En gros, je vais vous expliquer comment ces deux objets ont failli me faire finir en prison à l'autre bout du monde. Vous allez voir, c'est une histoire assez cocasse. Mais heureusement, je suis encore là pour vous raconter des threads d'horreur toutes les semaines et j'en suis bien content. Deuxième petite chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, j'ai créé ce qu'on appelle un canal. C'est en gros un groupe où on est tous à l'intérieur, vous pouvez le rejoindre. Je vous mets le lien dans la description et concrètement, qu'est-ce que
que vous avez comme avantage à rejoindre ce canal. Il n'y en a pas des masses, mais en gros, j'essayerai dans la mesure du possible de vous envoyer les vidéos un jour avant. Mais je peux pas vous garantir que ce sera tout le temps parce que j'ai une organisation qui est absolument catastrophique. Et souvent, la vidéo, elle est prête 1 heure avant que je vous la sorte. Donc rejoignez-moi, je vous mettrai plein de nouvelles dans ce groupe et ça peut être super sympa. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire du jour. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Alice. À ce moment-là, dans sa vie, Alice, elle nous raconte qu'elle est bien. Elle est en études dans une grande ville qu'on ne connaît pas forcément, qui s'appelle Paris. Elle étudie dans un domaine qui lui plaît de ouf. C'est plus particulièrement le cinéma. Au niveau de ses potes, tout va pour le mieux. Elle a un groupe qui est juste incroyable. Ils font beaucoup de soirées, ils font beaucoup de sorties ensemble. Sa famille va pour le mieux, sa santé également. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, Alice, elle nous raconte qu'il y a un aspect de sa vie pas qui commence à lui peser, mais qui commence un petit peu à la rendre triste. Parce qu'elle nous dit, voilà, j'ai 23 ans, aujourd'hui je suis encore seul, je suis célibataire, je n'ai pas vraiment eu de relation jusqu'à aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai eu quelques personnes que j'ai fréquentées, mais voilà, j'ai pas eu vraiment une vraie histoire. Et je sais pas, j'ai déjà 23 ans, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, de perdre du temps. Je sais qu'il faut pas précipiter les relations amoureuses, mais voilà, j'ai bien envie d'avoir quelqu'un. Et ça, je peux tout à fait le comprendre parce que voilà, des humains, normalement, on est fait pour vivre en groupe. Alors oui, on peut être solitaire, etc., mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui partager notre vie, d'avoir cette personne avec qui on a une connexion particulière qu'on n'a pas avec les autres, et de pouvoir se raconter un petit peu tous nos secrets. Et bien là, notre amie Alice, c'est exactement la seule chose qui lui manque en ce moment dans sa vie. Mais bon, j'ai envie de dire, tout le reste, ça va, donc voilà, c'est pas si grave, mais c'est un petit peu embêtant. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant dans notre histoire, parce que tout ça se passe le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Est-ce que j'ai choisi cette histoire pour vous la sortir pile maintenant? J'en ai bien l'impression. Ce soir-là, de la Saint-Valentin, Alice, forcément, elle n'a rien à faire parce qu'elle n'a pas de copain. Et le problème, c'est que quand on est célibataire à cette période, eh bien, on a généralement tous nos potes qui vont faire un resto avec leurs copains-copines. Et nous, on est un peu seuls à la maison avec notre petite pizza et nos 2 chats. Eh bien, elle, Alice, c'est exactement ce qu'elle va faire ce soir. Elle nous raconte qu'elle va prendre une petite pizza sans ses chats, parce qu'elle n'en a pas. Elle va se poser sur le canapé et juste profiter de sa soirée comme si c'était un soir normal. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est parfait. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, Alice se réveille. Elle part à son école parce qu'aujourd'hui, il y a cours. Pendant toute la journée, elle réalise des projets et vers 18 h, elle se rend dans un magasin à la sortie de l'école pour acheter de quoi se faire un petit apéro avant la pizza de ce soir. Après 1 heure de métro, elle nous raconte qu'elle en a absolument plein le cul. Elle arrive enfin chez elle et la première chose qu'elle fait, tellement il fait froid dehors, c'est qu'elle se fait un bain. Et ça, mes amis, elle nous raconte qu'elle en rêve depuis absolument toute la journée. Elle arrive chez elle, elle coule son bain, elle se met dedans et elle profite. Au bout de quelques minutes, elle entend des bruits qui semblent provenir du hall d'entrée. Bon, ben elle se dit, voilà, je suis dans un immeuble, c'est pas si grave que ça, c'est même assez récurrent. Elle n'y porte pas plus d'attention que ça et elle se laisse aller. Au bout d'1 heure et demie, le bain est devenu presque froid. Elle sort, elle se met en pyjama et elle passe commande. En attendant, elle prend son ordinateur portable sur la table à manger. Elle continue de faire 2-3 trucs pour les études et au bout d'1 heure, la pizza arrive. Elle se pose sur le canapé, elle met sa petite série préférée et elle mange son meilleur plat. Là, j'ai envie de dire, pour notre amie Alice, c'est une soirée de rêve qui se passe. Alors qu'elle est plongée dans sa série et qu'elle a presque fini de manger, Alice est dérangée par un bruit. Ce bruit, il lui est très familier, c'est quelqu'un qui vient de sonner à la porte. Bon, d'abord ce qu'elle fait, Alice, c'est qu'elle va dans son hall d'entrée, elle appuie sur un bouton sur l'interphone, et ce bouton, il lui permet d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Parce qu'elle pense que c'est quelqu'un qui est bloqué en bas, qui n'a pas sa clé, donc elle lui ouvre. Et elle nous explique qu'elle le fait un peu naturellement, parce que ça se fait beaucoup dans cet immeuble. Les gens pensent pas forcément à leur clé, et du coup ils sonnent chez les voisins, et c'est devenu en quelque sorte une habitude. Elle retourne sur son canapé, et une petite minute plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Bon, là elle se dit, la personne abuse. Elle décide d'attendre quelques secondes, une dizaine de secondes. Elle se lève, elle se dirige vers la porte d'entrée, elle l'ouvre, et là, il n'y a personne. Bon, bah c'est bizarre, peut-être que la personne a ressonné depuis en bas. Elle appuie à nouveau sur l'interphone, et elle ferme la porte, et elle retourne sur son canapé. À nouveau, 15 secondes plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Bon, là ça commence un peu à lui péter le cul, elle se lève, elle va ouvrir la porte d'entrée, et cette fois-ci, il n'y a toujours personne. Elle se dit, bon voilà, c'est bon, j'ai déjà ouvert 2 fois, je vais pas m'amuser à ouvrir une 3e fois. Elle ferme la porte et en la fermant, elle voit qu'il y a quelque chose sur le paillasson. Ce quelque chose, je vous montre un tout petit truc, mais en fait c'est pas quelque chose de petit, c'est un bouquet de fleurs. Bon, là, les choses prennent une autre tournure parce qu'elle se dit, aujourd'hui on est quand même le soir des amoureux, le soir de la Saint-Valentin, en plus on est dans la ville de l'amour qui est Paris, quelqu'un m'amène un bouquet de fleurs, je ne sais pas qui c'est. Et ces fleurs, elles ont une particularité, c'est que c'est des roses, mais elles ne sont pas rouges, elles sont noires. C'est un peu spécial pour un soir de Saint-Valentin parce que les roses rouges, c'est un peu le symbole de l'amour. Et des fleurs toutes noires, c'est un
peu spécial pour ce jour-là. Elle regarde le bouquet pendant quelques secondes, elle le saisit et la première chose qu'elle fait, c'est de voir s'il y a une petite carte ou un petit mot, pour au moins savoir qui est l'expéditeur de ce bouquet. Malheureusement, il n'y a rien. Elle sait pas trop à ce moment-là si elle doit poser le bouquet, si elle doit le prendre. Elle se dit, bon, quelqu'un a payé ce beau bouquet, il s'est donné de la peine pour venir l'amener. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais la moindre des choses, c'est que je le prenne et que je le mette chez moi. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle ferme la porte derrière elle et elle va le poser sur la table à manger. À ce moment-là, en le posant, elle se rend compte que le bouquet a une sorte d'odeur assez agréable. Elle met sa tête au-dessus, elle prend une grande inspiration, mais très vite, elle commence un peu à avoir des vertiges. Elle voit 2-3 petites étoiles qui apparaissent, elle a la tête qui tourne, elle se sent vraiment pas bien et elle décide d'aller se poser sur le canapé. À partir de là, elle nous raconte que c'est le trou noir. Elle ne se souvient plus de rien. En fait, à un moment, elle finit par se réveiller, elle regarde l'heure, elle voit qu'il est 2 heures plus tard, et elle se dit « Waouh, les études, elles m'ont quand même bien fatigué aujourd'hui. » Parce que je me suis endormi devant la télévision, alors que ça ne m'arrive à peu près jamais. Et à ce moment-là, alors qu'elle est en train de se réveiller sur le canapé, elle voit sa porte d'entrée qui est entrouverte, et elle se dit « Ok, bizarre, j'ai sûrement oublié de la fermer, ou alors elle s'est décrochée avec un courant d'air. C'est déjà arrivé, donc c'est pas impossible. » Elle se lève, elle va la fermer, elle la verrouille, et elle retourne sur le canapé. Très vite, elle voit qu'elle est super fatiguée, vraiment, elle ne tient plus debout. Elle éteint la télévision, elle va dans sa salle de bain, elle se brosse les dents, et elle va au lit. Là, elle passe une plutôt bonne nuit, c'est pas la meilleure nuit de sa vie, mais ça passe. Le lendemain, elle part à l'école, tout se passe bien, et le soir en rentrant, il est à peu près 19 h, dans le hall d'entrée, elle croise son voisin. Son voisin, elle a un avantage, c'est qu'il a à peu près son âge. Et là, il lui dit... Ah, c'est cool de te voir, est-ce que ta soirée s'est bien passée hier avec ton copain? Là, notre amie Alice lui dit... Ouais, mais je n'ai pas de copain. Il lui dit, mais t'as passé la soirée avec quelqu'un parce que j'ai vu un homme rentrer chez toi. Et là, Alice, elle commence un peu à flipper, elle lui dit, mais est-ce que tu es sûr que c'était chez moi? Parce que non, j'étais toute seule à la maison. Quelqu'un m'a posé un bouquet de fleurs derrière la porte, je l'ai pris. Et à partir de là, je me souviens plus de rien, si ce n'est que je me suis réveillé 2 heures plus tard. Quand elle lui dit ça, son voisin la regarde et il ouvre grand les yeux, il lui dit « Mais je te promets que j'ai vu un homme rentrer chez toi, comme si tu l'attendais et que tu lui avais dit « Bah une fois que t'es devant la porte, rentre ». Parce que ce mec, il est venu, il a ouvert la porte et il l'a refermée. Quand le mec dit ça à Alice, les deux comprennent très vite que quelque chose de bizarre s'est passé. Alice lui dit « Mais est-ce que t'es sûr de ça? Parce que je te promets, personne n'est venu chez moi. » Le mec lui dit « Non, je t'assure, quelqu'un est entré. » Et là, les deux, ils se disent « Mais il y a quelque chose de bizarre qui s'est déroulé ce soir-là. Il faut qu'on trouve qui est ce mec, parce que c'est forcément la personne qui a posé les fleurs. » Et il y a une question qu'elle se pose. Elle se dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé, pas à m'évanouir, mais à perdre un peu connaissance quand... » j'ai pris une grande respiration au-dessus des fleurs. Parce que vraiment, elles avaient une bonne odeur, mais à l'instant où j'ai pris la grande respiration, j'ai commencé à me sentir mal. Là, le voisin lui dit « Mais cette situation est très étrange, il faut absolument qu'on mette la main sur ce gars et qu'on comprenne ce qui s'est passé. » À ce moment-là, Alice va lui dire « Écoute, chez moi, j'ai une petite caméra en fait qui filme absolument tout le temps. Parce que voilà, on est dans un immeuble, on n'est pas non plus dans un quartier qui est très réputé. Il y a beaucoup de cambriolages et ces derniers temps particulièrement. Donc j'ai installé une petite caméra, j'espère, je croise les doigts pour qu'elle ait fonctionné à ce moment-là. » Elle lui dit « Viens chez moi et on regarde ça. » C'est exactement ce que les deux font, ils s'empressent de courir jusqu'à l'appartement d'Alice. Ils se posent sur le canapé et elle va chercher la petite caméra. Et lorsqu'elle découvre ce qu'il y a dessus, elle commence vraiment à bader. Sur la carte mémoire de la caméra, on voit Alice qui prend la respiration au-dessus des fleurs, qui va se poser sur le canapé, qui s'endort. Et effectivement, quelques minutes plus tard, une deuxième silhouette apparaît dans le champ de la caméra. Il s'agit d'un homme, et ce mec se pose à côté d'Alice. Il se pose à côté d'elle sur le canapé, et il ne fait rien. Il ne la touche pas, c'est limite s'il ne la regarde même pas. Il se pose simplement à côté d'elle, et il allume la télévision. Et là, pendant 1h30, le gars est assis à côté d'elle, elle est complètement inconsciente. Lui, il regarde la télévision et il finit même la pizza qu'elle a commandée. Lorsqu'il a fini de regarder la télévision, on ne sait pas s'il a regardé un film ou quoi, il se lève, il regarde un petit peu dans l'appartement et il part. À un moment, on voit bien son visage, ni Alice ni le voisin ne le reconnaît, c'est quelqu'un qu'ils n'ont absolument jamais vu. Pourtant, rendez-vous compte de ce qui vient de se passer, un mec est entré chez Alice alors qu'elle était inconsciente, s'est posé à côté d'elle sur son canapé, il n'a rien fait du tout, il ne l'a même pas regardé, et il a juste regardé son meilleur film. Quand Alice, elle voit ça, elle se met à pleurer parce qu'elle se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un gars que je ne connais pas
qui était à côté de moi pendant 1 heure. Et moi, une fois que je me suis réveillé, je suis allé me coucher comme si de rien n'était. Je ne savais même pas que quelqu'un était chez moi. C'est d'ailleurs pour ça que ma porte d'entrée était entrouverte, n'était pas un courant d'air, c'est que ce mec l'a laissée ouverte quand il est parti. Bon, là, le premier réflexe, et d'ailleurs c'est le bon, c'est d'appeler la police. Les deux l'appellent et ils leur disent « mais il faut absolument que vous auriez quelqu'un pour potentiellement récolter des preuves, des empreintes ou je ne sais quoi. » C'est ce qu'ils font. Quelques minutes plus tard, des agents arrivent, ils prennent effectivement des empreintes, enfin ils prennent un petit peu ce qu'ils peuvent. Ils prennent surtout des photos. Par contre, ils disent à Alice « écoutez, on ne peut pas vous garantir qu'on va pouvoir mettre la main sur cet individu. » Que juste avec des empreintes, il faut que ces empreintes soient saisies dans le dossier de la police. Donc il a déjà commis des infractions avant, donc si on ne le connaît pas, malheureusement on ne pourra jamais savoir qui c'était. Un élément qui va pouvoir les aider, c'est le visage, parce que c'est vrai qu'à un moment, il tourne le regard en direction de la caméra, juste un peu à côté, et on voit bien son visage, c'est assez net. Les agents disent à Alice, faites très attention, verrouillez bien votre porte, quand vous sortez, essayez de le faire avec quelqu'un, n'essayez pas forcément d'aller seul dans la rue parce qu'on ne sait pas qui est ce mec, on ne sait pas ce qu'il vous veut. Et nous, en attendant, on va essayer de faire notre maximum pour pouvoir mettre la main dessus. Alice, autant vous dire qu'elle n'est pas rassurée du tout. Et c'est là que son voisin lui dit, écoute, si tu en ressens le besoin, soit tu viens chez moi, soit moi je viens chez toi et on passe ces prochains jours ensemble. Et Alice accepte d'ailleurs avec grand plaisir. Pendant les jours qui suivent, on n'a pas forcément de nouvelles de la part d'Alice et de la police. C'est que 3 semaines plus tard, que tout à coup, elle reçoit un coup de fil. C'est la police qui lui donne des nouvelles par rapport à l'avancée de l'enquête. Ils ont pu interpeller un individu qu'ils pensent être le coupable parce que ce mec a commencé à avouer les faits. Et la raison derrière tout ça est extrêmement glauque. En fait, ce mec est obsédé par Alice au point où le soir de la Saint-Valentin, il a déposé, donc c'est lui qui a déposé les fleurs derrière sa porte. Et le truc le plus chelou, c'est qu'il sait qu'Alice, elle adore les fleurs. Comment est-ce qu'il le sait ? Aucune idée. Et sur ces fleurs qu'il lui a déposées devant la porte, il a déposé une sorte de liquide gaz ou je ne sais trop quoi. J'ai plus le nom dans l'histoire, mais c'est du chlorure de je ne sais... Enfin, les chimistes, dites-moi en commentaire. Et cette substance, en gros, quand on la renifle, quand on la sent, eh bien on a des gros maux de tête qui arrivent et dans le pire des cas, on peut même s'évanouir. C'est exactement ce qui est arrivé à Alice. Et une fois qu'il savait qu'Alice était bien endormie, il a avoué aux enquêteurs être rentré dans l'appartement parce que la porte n'était pas verrouillée et qu'il s'est assis à côté d'elle sur son canapé, qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Et c'est là où je trouve l'histoire très très triste parce qu'il a dit aux enquêteurs qu'il voulait simplement avoir quelqu'un avec qui passer la Saint-Valentin. Il se sent seul dans sa vie, il n'a personne, il n'a pas d'amis, sa famille n'habite pas avec lui à Paris, donc c'est quelqu'un qui est très seul. Et pour lui, Alice, c'est la femme de sa vie, donc il est même allé jusqu'à rentrer chez elle sans son consentement, alors qu'elle n'était même pas consciente, juste pour pouvoir avoir quelqu'un avec qui passer la Saint-Valentin. Mais il ne voulait pas lui faire de mal, il ne l'a pas touchée, il ne l'a pas regardée. Il s'est juste assis à côté d'elle et a regardé un film tout seul avec elle inanimée à côté. C'est super glauque comme histoire, c'est aussi super triste, je trouve. Heureusement, Alice, il ne lui est rien arrivé, mais imaginez bien que cette histoire, ça l'a un peu traumatisée. J'ai envie de vous dire, je comprends absolument tout à fait. Et c'est pas fini, mes amis, parce que cette histoire, il y a une très belle fin. Vous vous souvenez du voisin chez qui elle a passé plusieurs jours et avec qui elle s'est un petit peu rapprochée. Aujourd'hui, Alice est la plus heureuse de nous annoncer que ce voisin, c'est devenu son copain. Et ça, c'est la plus belle fin qu'on pouvait imaginer à cette histoire, donc j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas encore terminée, parce que comme je vous l'ai dit au début, restez bien jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, parce que comme je vous l'ai promis, je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Dans cette anecdote, je vais vous expliquer comment cet objet et cet objet ont failli me faire finir en prison à l'autre bout du monde. Vous allez voir, c'est une histoire qui m'a fait bien rire parce que je me suis pas rendu compte d'une chose alors qu'elle était devant mes yeux. Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas mentionner les lieux parce que c'est des endroits où j'ai envie de retourner dans ma vie. Donc si je peux éviter d'être banni de ce pays, ça me va. Un jour, je pars en vacances. Je fais le voyage tout seul parce que l'idée, c'est de rejoindre un de mes meilleurs amis, mon frère et sa copine, à l'autre bout du monde. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'habite en Suisse, à Neuchâtel, donc l'idée, c'est que je fasse Neuchâtel-Genève en train. Ensuite, je prends l'avion à Genève jusqu'à un certain point, qui est une escale, et depuis cette escale, depuis cet endroit, je prends un deuxième avion qui m'amènera à destination. Le voyage tout seul est hyper cool, vraiment c'est super agréable, c'était la première fois que je faisais ça, surtout sur une très longue durée, et franchement, j'ai adoré. Après 6 ou 7 heures de vol depuis Genève, j'arrive à l'endroit où je fais l'escale, tout se passe très bien, j'ai quelques heures à attendre, je marche dans l'aéroport, etc. Tout se passe bien, vraiment je vis ma meilleure vie,
Et arrive le moment d'embarquer dans le deuxième avion. Ce deuxième avion, il m'emmènera à la destination où je vais passer une semaine de vacances. J'embarque, je vais à mon siège et là, je vois que j'ai une rangée pour moi tout seul. J'ai la vie de luxe à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je passe un très bon vol et j'arrive à destination. Là, je suis exténué parce que je viens de me taper environ 20 heures de voyage. Il fait chaud, je suis fatigué, enfin, vous avez juste une envie, c'est de prendre vos valises et de sortir de l'aéroport. C'est exactement l'idée que j'ai en tête, sauf qu'à ce moment-là, c'est le début des emmerdes. J'arrive à une première douane, donc celle juste en sortant de l'avion, et on me pose tout un tas de questions. Je réponds pendant une quinzaine de minutes, et à la fin, on me dit « Très bien, on ne vous laisse pas passer. » Bon, ok, je regarde le douanier et je lui dis « Mais... pourquoi ?» Et il me dit « L'adresse à laquelle vous allez résider, elle n'est pas complète. » Parce qu'en gros, on avait pris un Airbnb et pas un hôtel. Et je lui dis « Bah, si, l'adresse, c'est celle que j'ai, c'est celle qui est écrite sur Airbnb. » Je peux pas inventer quelque chose. J'appelle mon frère, sauf qu'à ce moment-là, je n'ai pas de réseau, donc... ça ne répond pas. Je fais toute une espèce de manip pour me connecter à un espèce de Wi-Fi machin, pour appeler mon pote sur Snap, donc vraiment le truc random. Et heureusement, mon pote répond à ce moment-là. Je lui dis, gros, il me faut une adresse parce que là, il me laisse pas passer. Mon pote, il me dit, mais c'est l'adresse... enfin, l'adresse, elle est complète. Force à toi. Et là, il me dit au téléphone, ok, ben, s'il continue de te casser les couilles pour l'adresse, dis... je sais pas, t'ajoutes un mot à l'adresse. Et là, je dis au douanier, mais c'est une résidence, qu'est-ce qu'il vous faut comme information? Il me dit, il faut le nom de la résidence. Je dis à mon pote, c'est quoi le nom de la résidence? Il me dit, il y en a pas. Super. Par contre, il me dit, tu peux leur dire, je sais pas, c'est la villa Les Papillons, ou j'en sais rien, une connerie comme ça. Là, j'enlève le téléphone et je dis au douanier, c'est la résidence des papillons. Ou une connerie comme ça, des fleurs, ou je ne sais plus ce que j'ai dit. À ce moment-là, le douanier me dit, ah ok, c'est tout bon. Et il me laisse passer. J'avais la haine, parce que déjà, j'avais entendu 1 heure dans la file d'attente pour aller à la douane, pour qu'au final, le gars me casse les couilles pour ne pas me laisser passer, et que je puisse passer en lui disant une énorme connerie. Donc bref, je passe, je suis content, je passe un espèce de petit contrôle de santé, tout va pour le mieux, et je suis enfin libre. Je peux aller chercher mes bagages en bas de l'aéroport. Au bout de 20 minutes, je récupère mes bagages, parce que c'était évidemment... avec la chance que j'ai, les derniers à sortir de l'avion. Je les saisis et je marche en direction de la porte de sortie de l'aéroport. J'arrive à environ 5-6 mètres de la porte, lorsque tout à coup, je vois 2 douaniers sur le côté qui me regardent et qui me font... comme ça. Je me dis, ah, ça y est, j'ai un contrôle aléatoire, ça va prendre des plombes. Je vais vers eux, ils me disent, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Je leur dis, ben, écoutez, je viens en vacances. Ils me disent, vous venez pour le travail? Je leur dis, non, je viens en vacances. Ils me disent, ok. Ils commencent à me poser tout un tas de questions, plus bizarres les unes que les autres. Et à un moment, ils me posent une question. Vous travaillez dans quoi? Première erreur de ma part, c'est que je leur dis que je travaille dans l'informatique. Si vous allez à l'autre bout du monde, ne dites jamais que vous travaillez dans l'informatique parce qu'ils vont penser que vous travaillez dans des trucs, dans des machins d'État ou je ne sais quoi. Donc moi je leur dis, je donne des cours en informatique, c'est exactement ce que je fais. Et à un moment, un des 2 douaniers me dit... est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez un lien? Est-ce que vous êtes envoyé par un gouvernement? Je leur dis, ben, il me semble que non, je crois pas. Et là, ils me disent, on va passer vos valises au scanner. Ok, pas de problème, je pose ma première valise, j'en avais une et un sac à dos. Je pose la grosse valise, elle passe le scanner, et là, je vois qu'il y a un truc bizarre. Il y a un des douaniers qui est derrière l'ordinateur, il appelle son pote, il lui dit... viens voir. Je vois que le gars il arrive, puis il pointe un truc sur l'écran. Ça dure 1 ou 2 minutes, je me suis dit ça y est, il y a un mec qui m'a mis un sachet de coke à l'aéroport précédent, ou j'en sais rien quoi. Les 2 viennent vers moi, et ils me disent, venez vers nous monsieur, on va vous montrer quelque chose. Et là il me montre quelque chose dans la valise, sur le scanner, et c'est des sortes d'anneaux métalliques qui se succèdent. Vraiment à intervalles réguliers, et ils me disent, est-ce que vous importez du chocolat? Et je leur dis, mais... je crois pas, non, enfin, j'ai pas de chocolat dans ma valise. Ils me disent... est-ce que vous apportez quelque chose à votre famille? Je dis, mais j'ai pas de famille ici. Je rejoins mon frère et un pote et sa copine, mais j'ai pas de famille ici. Ils me disent, ok, qu'est-ce que ça peut être? Je leur dis, mais j'en sais rien. Moi, vraiment, dans ma tête, je n'avais pas idée de ce que ça pouvait être, parce que je n'arrivais pas à visualiser le truc. Et deuxième erreur que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je dis, ah, mais attendez, en fait, c'est peut-être mes médicaments. Parce que oui, dans ma famille, on a une petite maladie où on doit prendre des médicaments chaque matin. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas, mais en gros, c'est des petits médicaments. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être la tablette de médicaments. Enfin, c'est la seule explication que j'ai à ce moment-là. Donc grosse erreur, ne dites jamais que vous avez des médicaments parce qu'il y a des médicaments qui sont soumis à ordonnance et dans certains pays, c'est considéré comme de la drogue. Et la drogue dans certains pays, ça peut tout simplement vous envoyer directement à la case prison. Bref, ils me disent, ah, vous prenez des médicaments. À ce moment-là, je réalise que je viens de faire une connerie, puis je leur dis, ouais, mais... c'est des médicaments, voilà. Enfin, j'essaie de sortir un bullshit. Et heureusement, à un moment, c'est comme s'ils ont oublié l'histoire des médicaments, puis ils me disent, bah écoutez, on va tout simplement ouvrir la valise. Ils ouvrent la valise, ils m'ont ruiné la valise plutôt. Parce que
Eux, ils ouvrent, alors ils en ont rien à foutre que les habits soient bien pliés, ils prennent tout puis ils jettent. Hein. Jusqu'à un moment, et c'est là où l'histoire devient drôle, un des douaniers sort ça. Pour celles et ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas cet engin, qu'est-ce que c'est? C'est un trépied pour poser un appareil photo. C'est un trépied modulable, vous voyez, je peux le plier comme je veux pour l'attacher à des arbres. Donc j'avais exactement ça dans ma valise, dans l'état où je vous le présente. Peut-être que des gens ont déjà trouvé pourquoi ça m'a posé problème. Le douanier, il sort cet engin de la valise, et les deux, ils se regardent. Ils se regardent d'une façon très bizarre. Vraiment, ça dure 15 secondes, et c'est tellement malaisant à ce moment-là. Et ils me disent... C'est quoi ça? Et je leur dis, bah, je crois que c'est plutôt clair, non? C'est un trépied pour mon appareil photo. Ici, je pose l'appareil. Et enfin, je peux l'attacher à des arbres. Je peux me le mettre autour de la taille si je veux. Enfin, un trépied. Heureusement, mes amis, que j'ai eu cette partie qui m'a sauvé la vie, hein, parce que c'est un pas de vis. C'est là où je pose l'appareil photo. Les deux douaniers se regardent. Ils me regardent. Ils se regardent. Ils me regardent. Ils baissent comme ça. Et ils me disent, on va fouiller le sac. À ce moment-là, je comprends pas pourquoi cet objet pose problème. Si certains d'entre vous savent pourquoi cet objet a posé problème maintenant, mettez-le moi en commentaire et dites-moi rien. Dites-moi juste si vous savez pourquoi ça m'a posé problème. À ce moment-là, moi je comprends pas. Je dis bah ok, on va poser le sac, ils vont le fouiller. Ils fouillent le sac et à un moment, ils sortent cet objet. Cet objet, mes amis, c'est une petite peluche qui est un peu mon porte-bonheur. Enfin, c'est une peluche qui, j'imagine que ça me porte chance. Donc, je la prends toujours quand je fais des voyages et elle date d'il y a des dizaines d'années. En gros, je la porte toujours avec moi. Et là, un des douaniers, il sort cette peluche et il met la main à sa ceinture et il sort un cutter. Je comprends très vite qu'à ce moment-là, le mec veut égorger mon petit chien. Je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que il y a peut-être pas une autre façon de faire que de lui trancher la gorge au cutter? Parce que, évidemment, il voulait regarder s'il n'y avait pas de la drogue à l'intérieur. J'ai dit au gars, est-ce que vous pourriez pas éventuellement le palper ou le passer au scanner ou j'en sais rien quoi, plutôt que de lui trancher la gorge? C'est peut-être un peu radical. Le gars, à ce moment-là, il pose le cutter, il a un regard vénère, il lance ce machin dans le sac et ils me disent, rangez vos affaires et allez-y. Là, je me dis, oula, le gars, je l'ai vexé. Heureusement, mon petit chien n'a pas été égorgé. Je ferme mes affaires, donc je dois tout ranger, hein. Ils m'ont ruiné les deux valises, donc la valise et le sac. Il n'y a plus rien qui est en place. Je ferme et à la fin, ils me font signer un papier comme quoi, ben, ils n'ont rien volé dans les valises. Je signe et je me casse. Je retrouve le taxi qui a attendu depuis 2 heures, donc j'étais vraiment désolé. Il me fait rejoindre mon frère, sa copine et mon meilleur pote, donc tout va bien, je les rejoins et les vacances peuvent commencer. Jusqu'à un jour, c'était l'avant-dernier jour, juste avant que je parte, où on décide de faire une excursion. D'ailleurs, cette excursion, c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus gros coup de soleil que je n'ai jamais eu. En gros, on allait visiter quelques îles en bateau, faire un petit peu de plongée, enfin c'était vraiment cool. Et sur ce bateau, on était avec un groupe de Français. On passe la journée avec eux, on discute, etc. Tout va bien. Pendant ce temps, je prends mon meilleur coup de soleil. Et à un moment, on est sur une île. Sur cette île, on va se poser à la plage et à un moment, on va se baigner. Et moi, je suis assis comme ça dans l'eau, sur des petits cailloux. Et il y a une des personnes du groupe de Français qui est venue, on était en train de discuter avec. D'ailleurs, Amy, si tu regardes cette vidéo, j'espère que vos vacances se sont bien passées et c'était très cool de vous rencontrer. Et à un moment, Amy, donc cette personne, lâche une phrase. Cette phrase, ça a été le déclic parce que à ce moment-là, j'ai tout compris. À un moment, Amy, elle dit « Ouais, vous savez en plus que sur cette île, tout ce qui est lié un peu à la sexualité, à l'intimité, etc., c'est franchement mal vu, c'est presque même illégal. Il n'y a pas de magasin qui vendent ce genre de choses. Vraiment, c'est très tabou, c'est presque illégal. À ce moment-là, je regarde mon pote et je me tape une barre comme j'ai jamais rigolé de ma vie. Parce qu'évidemment, tout se met en place dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, mais forcément, à la douane, ils ont cru que ça, c'était quelque chose de... Ce n'était pas forcément un trépied pour tenir un appareil photo, ça servait à d'autres choses. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi les deux douaniers se sont regardés comme ça. Ils ont franchement badé et que moi, je comprenais rien. J'étais là... c'est un trépied, il y a un pas de vis. Eux, ils ont pensé que c'était tout autre chose, et en plus de ça, il y avait la petite branche ici, donc extrêmement bizarre. Et au moment où Amy, elle dit ça, je commence à rigoler, enfin vraiment, tout est venu dans ma tête si vite. Et à ce moment-là, j'ai très vite compris qu'en fait, ils m'ont pris pour un mec très bizarre, qui ramenait peut-être de la drogue là-dedans, qui ramenait des objets interdits sur l'endroit. Donc, très vite, j'ai compris ce qui s'était passé à l'aéroport, et ça m'a fait rire pendant très longtemps. Et pour terminer cette anecdote, on finit l'excursion, on arrive à la plage de là où on était parti. On discute avec ce groupe de personnes et justement, Amy, à ce moment-là, elle me demande ce que je fais dans la vie. Je lui raconte que je donne des cours, mais également que je fais des vidéos sur internet. Elle me demande ce que je fais comme type de vidéo, je lui raconte que je fais des threads d'horreur, etc. Puis à ce moment-là, elle me dit, mais attends, tes vignettes, tes miniatures, c'est des personnages avec le visage déformé? Je dis oui, tout à fait. Elle me dit, attends. Elle va sur son téléphone, elle regarde sur YouTube. Il s'avère que Amy est abonnée depuis très longtemps, qu'elle a regardé à peu près toutes les vidéos, que d'ailleurs, le jour avant l'excursion, j'ai sorti une vidéo, elle l'a regardée. Donc,
Elle a regardé une vidéo de moi il y a à peine 24 heures avant l'excursion, même pas, hein, je dirais que c'était peut-être 10 ou 12 heures, et elle ne m'a pas reconnu sur le bateau. Donc en gros, on a passé toute la journée ensemble, on a discuté et tout, mais elle ne m'a pas reconnu. Alors qu'elle a regardé toutes les vidéos, moi j'ai trouvé ça super drôle. Et après, on a pu pas mal échanger, on a discuté une bonne heure et demie avec eux, c'était vraiment super sympa. Donc voilà, c'était vraiment en tout cas de très belles vacances, j'espère que je pourrai retourner un jour dans cet endroit d'ailleurs. J'aimerais peut-être y retourner cette année. Amy, c'était super sympa de te rencontrer, et tout le groupe d'ailleurs. J'espère que vous avez bien fini vos vacances et que vous avez bien profité. Et c'était vraiment drôle de rencontrer entre guillemets une abonnée là-bas, sauf qu'on ne s'est pas reconnu. Imaginez si je n'avais pas le pas de vis ici, ils auraient cru que c'était quelque chose d'illégal, enfin que j'apportais quelque chose d'illégal. Et à tout moment, je finissais dans les bureaux de l'aéroport ou je ne sais où, et tout ce qui va avec. Alors, mes amis, cette histoire, elle m'a été racontée par une abonnée. Par contre, elle m'a demandé de garder son nom privé. Et toutes les données identifiantes également privées, donc je vais pas vous donner vraiment beaucoup de détails. Enfin, il y en aura quelques-uns, mais typiquement son prénom, je vous propose qu'on l'appelle Katia. À l'époque des faits, Katia nous raconte que tout va bien dans sa vie. Ça, on a l'habitude dans les histoires, mais vous allez voir, ça va être un petit peu bouleversé. D'un point de vue social, tout va bien, sa famille également, à l'école, tout va pour le mieux. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce dernier point que Katia va avoir quelques changements dans sa vie. Elle nous raconte qu'à cette période, elle est en master, que ça se passe très bien, et que sa dernière année, elle a une possibilité. Cette possibilité, c'est tout simplement d'aller la faire dans un autre pays, donc à l'étranger, histoire d'obtenir les crédits, de valider son master et surtout de vivre une expérience incroyable. Et Katia, à ce moment-là de sa vie, elle se pose des questions. Elle se dit, ok, je suis dans un moment où j'ai déjà fait plusieurs années d'études, je commence un petit peu à en avoir marre. Ça m'est également arrivé à moi-même en septembre, quand j'ai fini mon master, j'en avais juste plein le cul. C'était quelque chose qu'à la base je ne voulais pas faire, je l'ai fait pour X ou Y raison, mais c'était pas le truc qui m'animait. Et là, Katia, elle se retrouve un petit peu dans la même situation que moi en septembre. Du coup, elle se dit, mais pourquoi en fait ne pas aller faire ce master à l'étranger? Peut-être que ça redonnera une nouvelle dynamique à ma vie, peut-être que je rencontrerai des personnes formidables. Et surtout, l'essentiel, c'est que je vais briser cette foutue routine qui s'est installée. Et ça, franchement, je la comprends totalement, parce que moi, ça m'a fait un coup comme ça, c'était sauf erreur, au mois de mai l'année passée. Je me suis rendu compte un matin, pour les utilisateurs d'iPhone, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant vous allez le remarquer, tous les lundis à 9h02, vous recevez une notification de la part de Apple qui vous dit votre temps d'écran. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, l'année passée, que chaque fois que j'allais au travail, je passais devant le même mur au même endroit à 9h02 et je recevais toujours cette notification à 1 ou 2 mètres près. Et ce, chaque semaine. Vraiment, ça m'a mis un coup au moral. À ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible que je reste en Suisse. Un jour, je vais partir dans un pays chaud sur une île ou je ne sais pas, mais je vais commencer vraiment à vivre ma vie. Là, Katia, elle est dans le même état. Elle se dit, je vais aller faire ce master à l'étranger, cette dernière année, je vais faire plein d'activités, je vais rencontrer beaucoup de monde et surtout, je vais vivre une expérience incroyable. Eh bien mes amis, il n'en faut pas beaucoup plus pour convaincre notre ami de prendre l'avion, de préparer ses bagages et de filer tout droit en direction d'un magnifique pays. Ce magnifique pays, le seul désavantage qu'il a, c'est qu'il abrite les pires threads d'horreur, en tout cas que j'ai raconté sur la chaîne, ça s'est toujours passé aux États-Unis et malheureusement, ça risque d'être encore le cas aujourd'hui. L'histoire commence lorsque Katia arrive aux États-Unis. Elle nous raconte que là-bas, elle ne séjourne pas à l'hôtel ni même dans un appartement, elle est dans une maison chez une famille, et que là-bas, en gros, elle dépense très peu, voire même pas du tout pour le loyer, mais qu'en échange, c'est une fille au père, donc elle s'occupe un petit peu des enfants, de la maison, et qu'en parallèle, elle peut suivre ses cours à l'université. L'avantage, c'est que ses cours, ils ne sont pas tous les jours de la semaine, elle n'a que quelques heures de cours par-ci par-là. Donc ça lui laisse beaucoup de temps libre, et ça lui permet de tout concilier. Et l'information qui est juste trop bien pour Katia, c'est qu'elle n'est pas seule à être partie, c'est que sa meilleure amie l'a suivi. Bon, pour le cas de sa meilleure amie, c'est un petit peu différent, elle n'est pas en master, elle n'est même pas en études, elle a juste fait des économies pendant plusieurs années, et là, vu qu'elle n'avait pas grand chose à faire, elle était au chômage, elle s'est dit, mais en fait, pourquoi je suivrais pas ma meilleure pote, ça peut nous permettre de vivre des expériences uniques, de créer des souvenirs ensemble dont on se souviendra absolument toute notre vie. Je prends mon billet, et je viens avec toi. Le seul problème, mais ce n'en est pas vraiment un, c'est que les deux amies, elles n'habitent pas dans la même maison, une est dans une famille, et l'autre dans une deuxième famille. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont les deux dans la même rue. Et ce détail, il a toute son importance. Pendant les premières semaines, Katia nous raconte que tout se passe pour le mieux. La vie aux États-Unis est quand même relativement différente de la vie en France. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, mais là-bas, quand vous pensez que quelque chose est grand en France, c'est ridiculement petit par rapport aux États-Unis. Le pire, pour elle, elle nous explique que c'est dans les magasins, dans les centres commerciaux, quand vous allez faire vos courses, que vous aviez l'habitude d'acheter un paquet de chips comme ça. Là-bas, ils sont comme ça, les litres de coca, c'est pas des litres de coca, c'est des 2,5, des 3 litres. Et ce qui l'a choqué énormément là-bas, c'est que les sodas,
les boissons sucrées, etc., qui sont censées être mauvaises pour la santé, elles coûtent infiniment moins cher qu'une bouteille d'eau. Et c'est vrai, j'ai vu beaucoup d'articles, beaucoup de reportages sur ça. Là-bas, une bouteille de coca, par exemple, ça vous coûte 50 centimes, alors qu'une bouteille d'eau, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 dollars. Les prix, ils sont faux, mais c'est juste pour vous illustrer la différence qu'il y a là-bas. Et c'est un peu ce qui fait le problème des États-Unis aujourd'hui, ou du moins un des problèmes. Il y a une deuxième chose qui a choqué notre ami, c'est à quel point l'université est différente de la France. Là-bas, l'université, c'est un campus, c'est une ville complète, c'est des centaines de milliers de gens, enfin, c'est énorme. Et les gens ont plaisir à y aller. Elle nous raconte que vraiment, ça l'a choqué. Et que du coup, en fait, ça l'a aussi mise dans le mood, je vais faire des études, je vais valider cette dernière année de master, et après, fini. Donc j'ai envie de dire... trop bien. Un jour, Katia rejoint sa pote dans la rue, elles prennent le bus qui les amène à l'université. Elles arrivent là-bas, elles suivent les cours pendant toute la matinée. À midi, elles se retrouvent à la cafétéria de l'école. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Katia, elle va suivre les cours, et sa pote, vu qu'elle n'est pas inscrite à l'université, elle va juste faire du sport. À midi, elles se retrouvent, elles vont à la cafétéria, elles prennent le repas. Katia retourne en cours, pendant que sa pote, elle, va faire un petit peu de shopping. Lorsqu'à un moment, Katia est en pleine leçon, et elle reçoit un SMS. Elle regarde et il s'agit de la maman de la famille qui l'héberge. Et cette maman, elle lui dit « Katia, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé, fais très attention à toi. » Katia, elle comprend pas trop, elle commence un peu à paniquer parce que mine de rien, elle s'est quand même attachée à la famille en quelques semaines. Elle lui dit « Mais est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?» Et là, la femme va lui donner des informations qui vont mettre un petit froid dans le dos de Katia. Elle lui dit « Cet après-midi, il y a à peine quelques instants, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé dans le quartier, il y a un voisin qui est sorti et qui a pris une arme et qui a commencé à tirer sur tout le monde. » Alors, on n'a pas encore les chiffres officiels, d'après ce que j'ai compris, il y a une personne qui a été blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que cette personne, elle court toujours. La police n'a toujours pas mis les mains dessus et elle est encore en liberté. Donc, s'il te plaît, Katia, ne rentre pas en bus, je viens moi-même te chercher à l'université. Je prends la voiture et comme ça, on sera plus ou moins en sécurité. Bon, après cet échange d'SMS, Katia n'est pas forcément très rassurée, au contraire, elle est très inquiète. Et le bon réflexe qu'elle a, c'est de directement prévenir sa pote. Et elle lui dit, s'il te plaît, tu me rejoins dans l'université à la fin des cours vers 18h et tu rentres avec nous en voiture, on te dépose devant la porte d'entrée de ta maison et comme ça tu risques rien. Puis là elle lui explique ce qui vient de se passer, comme quoi quelqu'un a essayé d'ouvrir le feu sur plusieurs personnes dans la rue. Bon, sa pote par SMS, elle est assez choquée de la nouvelle, elle ne s'y attendait pas, elle n'en a pas entendu parler et c'est vers 18h que les deux amis se retrouvent dans l'université. À ce moment là de l'année, on est à peu près vers octobre-novembre, à l'extérieur à 18h il n'y a plus de soleil, on voit que dalle à 2 mètres, vraiment c'est l'ambiance automne Halloween et ce détail, vous verrez qu'il a beaucoup d'importance. Les deux amies sortent du bâtiment uniquement lorsqu'elles voient que la voiture de la maman est garée devant, elles ouvrent la porte de l'école et elles se mettent à courir en direction de la voiture. La maman ramène sa pote chez elle et ensuite les deux rentrent à la maison. Évidemment, dans la rue, il y a des fourgons de police, des voitures, des officiers lourdement armés absolument partout, ce qui est normal parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est en possession d'une arme, qui est très dangereux, qui est en liberté. Une fois à la maison, les deux femmes commencent à discuter et là Katia apprend une nouvelle, c'est qu'apparemment l'auteur de ces faits, c'est quelqu'un qu'elle connaît. C'est en réalité un voisin qui connaît très bien la famille. Apparemment, il est assez jeune, environ 23-24 ans. Et c'est vrai qu'il n'est pas non plus connu pour avoir la situation la plus stable au monde, on va dire. Bon, là, la famille continue de vivre sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. La seule chose dont ils font attention, c'est qu'ils ferment très bien les volets et qu'ils verrouillent la porte. Bon, ce soir-là, Katia nous raconte qu'elle a un petit peu de mal à s'endormir, parce que ça la stresse cette histoire de se dire qu'il y a potentiellement un tueur qui est en liberté, ou du moins quelqu'un qui a essayé d'ôter la vie à d'autres gens. Et qu'en plus c'est un voisin, donc elle se dit peut-être que ce mec il me connaît, qui va venir exprès pour moi. Enfin, elle se fait tous des films qui sont d'ailleurs très justifiés. Mais vers 3-4 heures du matin, elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, elle va à l'université, elle fait super attention dans le bus parce que cette fois-ci la maman ne peut pas l'amener. Et elle nous raconte que cette traque à l'individu, elle dure pendant plusieurs jours. Mais malheureusement, à l'issue de ces plusieurs jours, la police n'a toujours pas mis la main sur ce garçon. Bon, elle nous explique qu'au fur et à mesure que le temps passe, elle voit la protection policière, du moins la présence policière dans la rue, diminuer gentiment. Parce que ce gars, on ne sait pas où il est allé, on ne sait toujours pas s'il est en vie, on ne sait toujours pas où il est qu'il est encore aux États-Unis. Vraiment, il s'est volatilisé. Mais bon, ça ne change pas que Katia et sa pote, elles restent quand même relativement prudentes, où elles font assez gaffe, elles évitent de trop sortir quand il fait nuit, mais bon, il y a des fois où elles sont juste obligées. Par exemple, lorsqu'elles rentrent des cours vers 18-19h, il fait tout nuit, il n'y a plus de lumière. Donc là, elles restent particulièrement vigilantes. Un fameux jour,
Katia se réveille, elle se rend à l'université, elle suit les leçons, etc. Et vers 18 h, elle prend le bus pour rentrer. À nouveau, sa pote vient la rejoindre à l'arrêt de bus, comme ça elles peuvent rentrer ensemble parce qu'elle était en train de faire du shopping. Est-ce que c'est son activité favorite? J'en ai bien l'impression. Elles arrivent à l'arrêt où elles descendent pour rentrer à la maison, mais à peine quelques pas effectués dans la rue, les deux femmes entendent un bruit qui leur glace le sang, c'est celui d'une arme à feu. À ce moment-là, le réflexe qu'elles ont, il est plutôt bon, je dirais. Elles vont se cacher derrière une grande poubelle métallique parce qu'elles n'arrivent pas vraiment à distinguer d'où provient la balle. Et là, Katia va faire quelque chose de très bien. Elle prend son téléphone, elle appelle la maman de la famille qui l'héberge et elle lui demande: est-ce que vous êtes à la maison? Si oui, attention, il y a quelqu'un qui tire dans la rue. La maman lui dit: non, il n'y a personne à la maison, mon mari est au travail, moi je suis en train de rentrer, et les enfants, eux, sont allés passer l'après-midi chez les grands-parents. D'ailleurs, je suis en train d'aller les chercher. Ok, Katia, elle raccroche, elle appelle la police pour leur dire ce qui est en train de se passer devant ses yeux, sauf que là, la police va mettre un certain temps à arriver dans la rue. Normalement, aux États-Unis, c'est assez rapide, mais là, c'est en dizaines de minutes que ça se compte. Bon, Katia et sa pote ne bougent pas de derrière leur poubelle, vraiment, elles restent là pendant plus d'1 heure. Il fait un petit peu froid, mais bon, si c'est le prix à payer pour rentrer saine et sauve, elles vont le payer. Et effectivement, c'est seulement 30-40 minutes après l'appel que les premières voitures de police commencent à arriver. Mais là, à nouveau, la police n'arrive pas à mettre la main sur l'auteur des faits. Alors, il y a quand même une forte probabilité que l'auteur soit le même que la dernière fois, donc ce fameux voisin, mais cette fois-ci, il a encore disparu. La question, c'est où est-ce qu'il peut bien se cacher? Vous allez voir, mes amis, la suite est absolument terrifiante. Les policiers bouclent le secteur pendant plus d'1 heure, et là, ils en viennent à la conclusion que la personne est partie, probablement en voiture, et que le quartier est, entre guillemets, sécurisé. Katia et sa pote peuvent à présent rentrer chez elles. Bon, la discussion pendant le repas, elle est assez tendue, enfin pas tendue, mais l'ambiance est pesante, parce qu'il y a toujours une personne qui est en possession d'une arme, qui est en liberté, qui traîne dans le quartier, on ne sait où, donc il va vraiment falloir rester vigilant. D'ailleurs, le papa prend une décision qui est plutôt bonne. Il dit: tant que la police n'aura pas retrouvé cet homme, mes enfants et toi, Katia, vous n'irez pas à l'école. Vous ne sortez pas de cette maison, c'est hors de question. Je tiens trop à vous, votre sécurité, c'est ma priorité. Donc vous restez dans cette maison, on reste tous ensemble, moi je ne vais plus au travail, ma femme non plus. On a la chance de pouvoir travailler à distance, donc c'est pas trop grave, et vous, ben, on rattrapera ce qui doit être rattrapé. Bon, Katia, d'un côté, elle est un petit peu contente parce que ça lui fait entre guillemets des vacances, elle en avait bien besoin, parce que le rythme qu'elle a à l'université pour sa dernière année de master, il est assez soutenu, donc c'est pas de refus. En plus, avec les temps qui courent, mieux vaut ne pas être dehors. Du moins, c'est ce qu'on aimerait bien se dire. La soirée continue, après manger, Katia monte dans sa chambre, elle se met en pyjama, elle se démaquille, elle se pose tranquillement dans son lit, et là, elle appelle sa copine. La conversation au téléphone tourne évidemment autour de ce fameux personnage avec une arme, lorsqu'à un moment, quelqu'un sonne à la porte. Là, tout le monde dans la maison se chie dessus, Katia descend dans les escaliers, parce que normalement c'est elle qui va ouvrir. Le papa lui dit: attends, je vais y aller moi, reste bien, cache-toi à la limite. Il va en direction de la porte d'entrée, et là il demande: c'est qui? Une personne répond derrière la porte, comme quoi c'est la police. Mais lui, il est assez malin, il ne se fera pas avoir. Il veut être sûr et certain que c'est bien la police. Il prend son téléphone, il ouvre l'application de la caméra de surveillance qui est sur le pas de la porte. Il regarde, et effectivement, il s'agit bien de 2 officiers avec leur voiture derrière. Donc si c'est des faux, ils ont franchement des bons déguisements. Il ouvre la porte, il leur dit: entrez, restez pas dehors. Et là, les 2 policiers lui disent: écoutez, on a vu que vous aviez des caméras justement qui donnent sur la rue. Est-ce que par hasard, ce serait possible d'y avoir accès afin de potentiellement voir la personne qui a tiré et voir potentiellement où elle est allée? Le papa lui dit: mais ouais, c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Peut-être qu'on le voit sur la caméra. Installez-vous, on va regarder ça. Il va chercher son ordinateur dans son bureau parce que l'ordinateur nous permet d'avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'enregistrements. Et un des policiers dit: mais en fait, si la caméra avait détecté quelqu'un, elle vous aurait envoyé une notification normalement. Et là, le père dit: mais en fait, non, mon application, elle n'envoie pas de notification. Elle me sert juste d'avoir des enregistrements pour potentiellement utiliser ça comme preuve lors d'un cambriolage. Bon, là, il y a une phase pas très drôle qui commence, c'est que la police et le père passent en revue les dernières heures d'enregistrement. Et vous vous doutez bien, on ne voit rien. Mais à un moment, on se rapproche très fortement de l'heure approximative où tout ça s'est passé. À la caméra, on entend les coups de feu, on entend des gens crier, courir partout, donc dans la rue, hein, et après, plus rien. Ok, un des officiers dit: bon, ben malheureusement, on n'a pas plus d'informations que ça, mais son collègue lui dit: attends, on va continuer l'enregistrement, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on aura des informations. Là, mes amis, ce qu'ils vont découvrir à la caméra va glacer le sang de toutes les personnes dans la pièce et de toutes les personnes des États-Unis, et surtout, ça va radicalement changer le cours de la soirée. Les 2 officiers continuent l'enregistrement vidéo lorsque soudain, la caméra qui pointe sur le pas de la porte enregistre un homme avec un fusil
qui s'approche, qui essaye d'entrer, mais malheureusement, il n'y arrive pas. On le voit faire le tour du jardin, arriver à l'arrière de la maison, et la caméra qui filme l'arrière de la maison, on voit que de façon partielle, mais on voit ce mec qui enjambe une fenêtre et qui disparaît dans la maison. Les deux officiers se regardent, ils regardent le père dans les yeux, et le premier réflexe qu'ils ont, et c'est incroyable parce qu'ils ont eu le même réflexe au même moment, ils mettent la main sur leur arme, ils la sortent, et ils la prennent comme ça. Parce qu'ils ont bien compris que cette personne est probablement cachée dans la même maison dans laquelle ils sont actuellement. Donc, vous l'aurez compris, la maison de Katia et de sa famille d'accueil. Maintenant, une chose reste à savoir, où est-ce qu'il se cache? Immédiatement, un des policiers prend la radio, il appelle des équipes et des équipes et des équipes en renfort. Et croyez-moi que cette fois, ils n'ont pas mis 30-40 minutes à venir parce qu'il les a vraiment pressés à la radio. En quelques minutes à peine, il y a une ribambelle de voitures dans la rue. Le père, lui, a couru à l'étage pour dire à Katia « Descends, viens avec nous, on doit sortir de là absolument. Je t'expliquerai après, mais vraiment, tu viens avec moi. Tu poses pas de questions, on sort dans la rue. » Et là, il y a une sorte d'assaut qui est lancé par les officiers. Donc, il y a un sacré nombre de policiers qui rentrent dans la maison et chacun va aller fouiller une pièce. Le papa nous raconte qu'ils sont par groupe de 3. Toute la famille a été sortie à l'extérieur de la maison, donc malheureusement, il fait super froid, mais ils n'ont pas le choix. Et à l'extérieur, le silence est vraiment pesant. À un moment, ce silence va être rompu par plusieurs coups de feu qui vont durer quelques dizaines de secondes. Le père a eu le temps d'expliquer à ses enfants, sa femme et Katia ce qui est en train de se passer sous leurs yeux dans leur maison. Et il comprend très vite que, en fait, ces coups de feu, c'est tout simplement un échange entre probablement le tireur et la police, et que de toute façon, l'issue est dramatique. Plusieurs minutes plus tard, une ambulance arrive à toute vitesse dans la rue, des officiers sortent, etc. Enfin, c'est vraiment un chaos total, et ils auront la confirmation que la personne était cachée dans la cave, derrière un énorme truc en métal, qu'il s'était réfugié là, pourquoi ? Malheureusement, on ne sait pas, et on ne le saura jamais parce qu'il a perdu la vie dans l'échange, et que dès que les policiers sont entrés dans la pièce, il a commencé à ouvrir le feu, mais eux, grâce à leur entraînement et à leur riposte, ils ont pu le mettre hors d'état de nuire. On ne saura malheureusement jamais quelles étaient les intentions de ce personnage, c'était bel et bien le voisin. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui traversait une période très compliquée, qui n'était peut-être pas très bien dans sa tête. C'est d'ailleurs souvent le cas quand ce genre d'histoire se passe aux États-Unis ou même dans d'autres pays. En tout cas, ce qui est entre guillemets bien dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas ôté la vie de quelqu'un. La personne qui a été blessée lors du premier échange de coups de feu dans la rue, elle s'en est remise. C'était une blessure superficielle dans le mollet, mais aujourd'hui tout va bien. Katia, elle, ça l'a beaucoup traumatisée cette histoire. Vous imaginez, vous partez faire votre master à l'étranger et vous assistez à juste un drame national. Par contre, il y a un élément qu'elle nous raconte, c'est que ça l'a beaucoup lié avec la famille d'accueil et que même aujourd'hui, après être rentré depuis plusieurs années, ils s'écrivent toutes les semaines. Ça les a vraiment liés comme si c'était devenu une fille de la famille. Et ça, franchement, je trouve ça trop beau. D'ailleurs, avec sa meilleure pote, elles sont même plus meilleures potes, elles sont carrément sœurs. Parce que ces histoires, non seulement ça vous marque, mais en plus de ça, je pense que ça vous lie avec les personnes avec qui vous les avez vécues. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette histoire, elle a une fin heureuse et que ça aurait pu nettement moins bien tourner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, Katia. Enfin, du coup, tu t'appelles pas Katia, mais on t'a appelé comme ça pendant toute la vidéo. Merci beaucoup à toi de me l'avoir raconté, ça m'a fait super plaisir. Merci pour ta confiance. J'espère que j'ai pu la raconter de la même façon que tu l'as faite et que j'ai pu honorer ton témoignage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas l'être. C'est le meilleur moyen de me soutenir. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps, on a 2 vidéos par semaine. C'est trop cool. Je me réjouis de la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao.